Des fragments millénaires dormant sous le sable, des tablettes érodées aux signes énigmatiques. Et si l'histoire que nous entretenons n'était qu'une poussière sur l'autel du temps? Bien avant les cités sumériennes, un murmure sourd résonne dans les ombres du passé. Celui d'une lignée surgit d'un âge révolu, porteuse d'un savoir oublié. Des pyramides disparues, des citadelles englouties, des mythes obscurs évoquent l'empreinte de ce peuple primordial, dont les traces échappent à nos fouilles et défient nos certitudes. Dans le silence des ruines, un écho subsiste, une question qui s'impose. Et si l'humanité ne devait sa naissance ni aux marais de Mésopotamie, ni aux premières écritures, mais à une race antérieure disparue sous le voile de l'oubli? Les légendes gravées dans les cavernes chuchotent encore cette origine secrète, laissant entrevoir un passé que le temps a presque effacé. Une brise légère soulève les grains de sable, traçant des arabesques éphémères sur un sol millénaire. Dans cette étendue désertique, le temps repose immobile. Chaque particule semble porter l'empreinte d'un secret trop ancien pour être dévoilé. Le vent fait résonner un murmure sourd, comme si d'antiques voix cherchaient encore à percer le voile du présent. Avant même que les premiers temples sumériens ne voient le jour, ces dunes recelèrent déjà des vestiges oubliés, indices ténus d'une intelligence venue d'un âge que la mémoire humaine peine à atteindre. Sous ce silence, une question obsède. Et si nos origines ne trouvaient pas leur source dans les marais de Mésopotamie, mais dans une civilisation antérieure, aujourd'hui effacée? Les fouilles modernes nous racontent l'épopée de Sumer, ses cités labyrinthiques, et son invention de l'écriture vers 3200 AV JC. Pourtant, bien avant Uruk et Eridu, la pierre s'était dressée ailleurs, plus tôt encore, pour célébrer un savoir mystérieux. À Göbekli Tepe, en Turquie orientale, d'immenses piliers circulaires, ornés de reliefs animaliers, témoignent d'un rituel vieux de plus de 10 millénaires. Daté entre 9600 et 8200 AVJC, ce site précède les premières cités agricoles connues, suggérant qu'un ordre social structuré et un art symbolique existaient déjà. Qui sont ces bâtisseurs anonymes, nés bien avant l'écriture, qui érigeaient ainsi des sanctuaires sans équivalent? Au-delà de la Méditerranée, des outils en pierre découverts sur les rives du lac Turkana au Kenya racontent une histoire encore plus lointaine. Les pierres taillées de l'étuvier de Lomé-Cuitro ont près de 3,3 millions d'années, bien antérieures à Homo sapiens, et montrent que nos ancêtres préhumains maîtrisaient déjà des techniques sophistiquées. Si ces industries rupestres révèlent un savoir-faire ancestral, elles soulèvent une énigme, d'où leur venait cette expertise. Peut-être d'une lignée plus ancienne perdue dans le flux géologique, dont il ne reste que ces traces fragmentaires éparpillées aux confins de la préhistoire. La mythologie sumérienne elle-même semble chuchoter ce passé oublié. Les Anunnaki, ceux qui du ciel à la terre descendirent, sont décrits comme des êtres venus d'ailleurs, transmettant aux humains l'agriculture, l'écriture, la construction de canaux. Certains interprètent ces récits comme une allégorie, d'autres comme la mémoire distordue d'une rencontre véritable. Dans des tablettes exposées à Berlin et à Bagdad, la genèse de l'humanité est confiée à ces divinités antédiluviennes. Si l'on écarte le merveilleux, il reste une cohérence, une culture originelle capable de modeler la civilisation sumérienne en puisant dans un réservoir de connaissances presque divin. Les profondeurs sous-marines renferment d'autres indices troublants. Près des côtes de Bimini, en Floride, une formation calcaire alignée avec une précision géométrique a été découverte dans les années 1960. Surnommée la route de Bimini, cette structure évoque un ouvrage humain, mais sa datation reste incertaine. De même, au large des côtes de l'Inde, la cité submergée de Dwarka, mentionnée dans les épopées védiques, est aujourd'hui partiellement sondée par des plongeurs. Des ruines immergées, datées de plus de 9000 ans, laissent entrevoir un réseau de rues pavées et de murs de pierre où résonnait autrefois le tumulte d'une mégapole perdue. Ces vestiges suggèrent qu'avant la montée des eaux post-glaciaires, des communautés florissantes existaient là où les vagues se jouent désormais des récits de leur cité. Dans le dialogue Timée et Critias de Platon, l'Atlantide se dresse comme l'archétype d'une civilisation antérieure, engloutie en un seul jour et une nuit. Bien que certains érudits considèrent ce mythe comme une fable morale, d'autres y voient le reflet d'un royaume réel, peut-être un écho lointain de cités englouties. Si l'on se penche sur les vestiges de Terra, Santorin, détruite par une éruption cataclysmique vers 1600 AVJC
l'idée d'une civilisation sophistiquée balayée par une catastrophe naturelle ne paraît plus aussi invraisemblable. Dans chaque mythe, dans chaque épopée, perce le souvenir voilé d'un âge d'or englouti. Les traditions orales, bien plus anciennes encore que les premiers manuscrits, perpétuent ce questionnement. Chez les peuples aborigènes d'Australie, le temps du rêve contient des récits d'ancêtres créateurs qui façonnèrent la terre et léguèrent aux hommes le langage des pierres. Les Mayas d'Amérique centrale chantaient l'histoire des 4 soleils, 4 mondes détruits avant notre ère, dont seul un 5e survécu. Si l'on rassemble ces légendes dispersées, un fil commun se dessine, l'idée d'ères successives, gouvernées par des êtres aux connaissances transcendantes dont la mémoire s'est peu à peu diluée. La linguistique fournit d'autres clés pour approcher cet héritage muet. Certains chercheurs ont repéré des similitudes phonétiques et lexicales entre les langues sumériennes, égyptiennes anciennes et les idiomes de la vallée de l'Indus. Si ces liens restent débattus, ils suggèrent une interconnexion préhistorique, une toile tissée par des marchands, des prêtres ou des voyageurs dont nous ignorons jusqu'à l'identité. Ces ponts linguistiques peuvent être les restes d'une langue mère initiée par cette civilisation première, aujourd'hui dissoute. Astronomes et archéologues convergent souvent sur un point. Les alignements célestes des mégalithes en Europe, comme à Karnak, ou des pyramides au Pérou, indiquent une maîtrise de l'astronomie bien antérieure à l'âge de bronze. Les axes solaires et lunaires, les visites programmées des planètes, témoignent d'un calendrier cosmique calibré sur un savoir hors du commun. Si les observatoires de Ur et de Nabta Playa en Égypte ont offert des repères célestes aux premiers astronomes, d'autres monuments, plus anciens, exposent déjà ce même souci de synchronisation avec la voûte étoilée. Un autre mystère émerge de l'étude des alliages métalliques antiques. Des objets de fer forgés découverts en Mésopotamie et en Égypte, datant de la fin du 4e millénaire à vaisseau JC, contiennent du nickel en proportion inhabituelle, semblable au fer météoritique de fer. Cette métallurgie d'exception, certes rare, soulève des questions. Comment des forgerons primitifs auraient-ils acquis la technique pour travailler ces métaux célestes? Peut-être le savoir était-il déjà présent dans les ateliers d'une civilisation antérieure experte dans l'extraction et le traitement des minerais. Les glissements tectoniques et les bouleversements climatiques ont depuis remodelé la planète, effaçant parfois à jamais les traces de cet héritage premier. Les grandes inondations, les désertifications soudaines, les éruptions volcaniques ont ravalé sous terre les cités oubliées, dispersant leurs habitants ou brisant leurs réseaux de communication. Dans les archives géologiques, les couches de sédiments révèlent des ruptures brusques, autant de cicatrices attestant de perturbations majeures, peut-être liées à l'ultime disparition de cette race ancienne. Dans ce silence séquentiel, chaque fragment, chaque mythe et chaque relique vient dessiner la silhouette d'une origine qui précède nos premiers empires. Les sables silencieux, immuables, portent encore les empreintes de pas disparus, réminiscences d'un génie englouti. La fascination qu'exerce ce mystère ne tient pas à une simple curiosité archéologique, mais à la sensation profonde d'un vide dans notre histoire collective, comme si le récit de l'humanité commençait toujours à mi-page, laissant en marge une préface trop fugace pour être relue. Au cœur de ces énigmes matérielles et immatérielles se dessine la possibilité troublante d'une lignée antérieure, capable d'avoir transmis aux Sumériens, aux Égyptiens et aux Premières Nations d'Amérique un héritage insoupçonné. Les falaises, les dunes et les fonds marins nous invitent à plonger plus loin, à écouter cette résonance enfouie, avant d'ouvrir le prochain chapitre, où nous suivrons les traces stellaires qui relinent ces fragments à un cosmos désormais silencieux. Des fragments de terre cuite cassés en 1000 éclats, dispersés dans l'ombre des sites archéologiques, renferment un mystère que l'histoire officielle peine à admettre. Avant même que l'écriture sumérienne ne s'impose sous forme de cunéiforme, des signes gravés dans l'argile racontent l'existence d'une mémoire plus ancienne, soigneusement effacée des annales. Parmi ces vestiges, les tablettes de Tartaria, découvertes en Roumanie dans les années 1960 et datées de 500-560 Averroès JC, eximent des symboles énigmatiques, ni nom de Dieu, ni simples pictogrammes agricoles, mais un code cohérent qui défie toute tentative de traduction. Ces artefacts, attribués à la culture Vincha, semblent composer un langage proto-écrit, dont nous n'avons conservé que les échos dispersés à travers le continent eurasiatique. Sur les rives du lac Oulianov, dans les Balkans, des fouilles plus récentes
ont mis au jour une série de tablettes fines, ornées de motifs géométriques répétés, mêlant spirales et chevrons disposés avec une précision troublante. Les analyses au radiocarbone placent leur création autour de 6000 AV, soit près de 4 millénaires avant l'apparition de l'argile sillonnée à Uruk, qui étaient censés scribes anonymes, armés d'outils rudimentaires et pourtant capables d'inscrire sur des surfaces friables un système symbolique dont la complexité dépasse celle des premières formes de cunéiforme. En Grèce, la tablette de Dispilio, découverte au bord d'un marais lacustre en 1993 et datée de 500-202 AV, révèle un enchevêtrement de signes gravés avec soin. Longtemps considérée comme un simple objet utilitaire, cette pièce a récemment été réévaluée. Ces symboles, comparés à ceux des tablettes Pâques du Vinça et de Tartaria, composent un lexique partagé, suggérant l'existence d'un réseau d'échanges culturels actifs bien avant la domestication généralisée des céréales. Cette chronologie bouleverse la progression linéaire de l'écriture telle que la présentent la plupart des manuels. Plus qu'une invention isolée en Mésopotamie, l'écriture aurait émergé simultanément ou presque à plusieurs points du globe, sous l'impulsion d'une source antérieure. Les archéologues ont également mis au jour des tablettes à Kish dans la plaine de Djézireh, Irak, où l'on a retrouvé des inscriptions mixtes mêlant proto-cunéiformes et hiéroglyphes désertiques inconnus. Ces objets, datés de 3500 AVJ-C, portent les traces d'une stylisation nettement plus avancée que celle de leur époque. La régularité des traits, l'absence de corrections grossières, évoquent un art de l'écriture déjà maîtrisé. De plus, plusieurs lignées de signes, effacées puis réinscrites à l'identique, suggèrent une intention de préservation coûteuse, comme si ces mots étaient un jugé essentiel pour conserver un savoir ou un rituel interdit. Dans la péninsule arabique, les fouilles de Egra, Madain, Salih ont mis en lumière des tablettes calcaires portant des gravures lithiques inachevées, aux formes organiques, rappelant les spirales des sites néolithiques balkaniques. Les gammes de datation oscillent entre 4500 et 4000 AV-Trunans. J-C, mais certains fragments enfouis sous des couches de sédiments plus anciennes pourraient en remonter à 6000 AV-J. C. Le style de ciselure, d'une rare délicatesse, évoque le geste d'un calligraphe d'exception plutôt que celui d'un paysan pressé. Pourquoi ces artisans auraient-ils renoncé à leur œuvre, abandonnant ces tablettes aux intempéries, alors même qu'ils avaient en maîtrisé la technique ? L'absence de contexte funéraire ou domestique rend ces trouvailles d'autant plus intrigantes. S'agit-il de vestiges de sanctuaires secrets, de codex interdits destinés à quelques initiés, ou de fragments d'une langue perdue, dissimulés pour échapper à la censure des prêtres émergents ? À proximité de Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, des tablettes en pierre de schiste gravées de signes sont apparues en 1920, mais longtemps minimisées par les colonisateurs britanniques, incapables de concilier leur récit progressiste avec l'idée d'une écriture antérieure. Ces inscriptions, réparties sur plus de 300 exemplaires, attestent pourtant d'une écriture mature, employée pour contrôler les échanges commerciaux. Les sceaux de l'Indus, richement décorés, comportent des ébauches de ces mêmes signes indiquant une transmission organisée. Or, seuls quelques rares fragments portent une syntaxe claire et des portions entières demeurent illisibles, comme si certains idéogrammes avaient été volontairement effacés. Les plus fascinants d'entre eux sont peut-être ces tablettes en ivoire découvertes en 2019 à Tel Jemdet Nasr, à mi-chemin entre Bagdad et Samarra. Datées de 3211 AV-J-C, elles présentent une écriture cursive où les signes coulent les uns dans les autres, formant des ligatures presque calligraphiques. Contrairement aux impressions cunéiformes classiques, ces tablettes exhibent des symboles féminins et masculins imbriqués, évoquant une cosmogonie dualiste. Étudiées en courant continu, ces pages d'argile révèlent un style d'écriture plus ancien, comme si le scribane de Sumer avait adapté un code préexistant, mieux à même de traduire la complexité de ses croyances. Les chercheurs de l'université d'Oxford ont récemment extrait des traces microscopiques d'encre sur certains fragments d'argile, indiquant l'usage d'un liquide noir pour souligner certains caractères. Cette découverte modifie radicalement notre compréhension. Loin d'être de simples empreintes de calame frais, ces tablettes auraient été copiées de maintes fois, annotées, corrigées, comme des manuscrits précieux. La présence d'encre suggère l'importation d'une technologie papetière inconnue.
peut-être venue d'un foyer culturel antérieur dont la trace écrite aurait migré jusqu'aux premières bibliothèques royales de Ninive. Dans les cavernes de Wadi Soura, au sud de l'Égypte, des fragments d'argile calcinée portent d'étranges inscriptions, protégés par un épais dépôt de calcite. Datés par thermoluminescence entre 7000 et 6800 avec JC, ces vestiges semblent n'être que les reliques d'un cataclysme ancien, peut-être une éruption volcanique ou un feu de forêt piriforme qui transforma brutalement un centre de savoir en champ de ruines. Les gravures, presque effacées, laissant apparaître des hiéroglyphes archaïques mêlés à des formes inconnues qui évoquent un lien direct entre les sociétés néolithiques africaines et le berceau mésopotamien. L'accumulation de ces preuves, fragiles et éparses, soulève une interrogation cruciale. Pourquoi les cultures ultérieures ont-elles cherché à gommer, occulter ou minimiser ces tablettes ? Les récits sumériens glorifient pour la genèse d'Enki et d'Anana, la création du monde, mais taisent de l'existence de maîtres antérieurs. Les prêtres d'Amon-Ré crachaient sur les écrits de leurs prédécesseurs hérétiques avant de brûler les parchemins jugés impurs. Dans chaque grande civilisation, un effort systématique d'éradication s'est opéré, avalant des pans entiers de l'archive humaine. Seules quelques tablettes oubliées ont survécu, recyclées comme briques de construction ou perdues dans les sous-sols des musées. L'histoire officielle, façonnée par les puissants, raconte l'avènement linéaire de l'écriture, du pictogramme à la littérature épique. Pourtant, entre ces lignes, les tablettes interdites murmurent un autre récit, celui d'un foyer originel, porteur d'un langage universel, aujourd'hui réduit à des symboles isolés et indéchiffrables. Les signes gravés dans l'argile nous invitent à repenser la genèse de la mémoire collective, à accepter l'idée troublante d'un héritage littéraire pré-sumérien révolu avant même notre ère la plus reculée. Pour approcher la vérité, il faudra aller au-delà des musées et des laboratoires, suivre les dunes, sonder les lacs desséchés, explorer les cavernes insondables, et peut-être même plonger sous les eaux pour retrouver ces tablettes englouties. Car le récit clandestin de l'écriture repose non pas sur une seule invention, mais sur une succession d'heures perdues, d'ombres déplacées, d'anciens scribes effacés par la haine du sacré. Dans le prochain chapitre, nous plongerons au cœur des cités immergées, là où se sont fondus les vestiges de ce premier peuple, pour y déceler les traces matérielles de ces savoirs défendus au prix du silence. Une houle silencieuse caresse les blocs de pierre immergés, vestiges endormis d'un monde jadis émergé. Sous la surface ourlée de bulles, le silence règne, comme un tombeau aquatique où le souvenir s'efface lentement. Lorsque l'on s'aventure dans ces profondeurs marines, chaque structure fracturée, chaque dalle recouverte d'algues, raconte l'histoire d'un peuple oublié, dont les cités reposent désormais sous les vagues. Ces ruines englouties ne sont pas de simples curiosités géologiques. Elles soulignent la fragilité de toute civilisation face à la montée inexorable des eaux, et laissent entrevoir l'ombre d'une race ancienne, possédant déjà les connaissances nécessaires pour édifier des cités monumentales avant que le niveau des océans ne les réclame. Au large des Bahamas, la route de Bimini fut découverte en 1968 par un plongeur en quête de trésors. Des blocs calcaires parfaitement alignés, formant une chaussée longue de plusieurs centaines de mètres, se déplaçant sur le fond marin à une dizaine de mètres de profondeur. Rapidement, certains chercheurs y ont vu la trace d'un ouvrage construit, peut-être partiellement effacé par le sable et les courants. D'autres soulignent la nature fractale des formations géologiques de la région, rappelant la puissance des courants sous-marins. Pourtant, l'apparente régularité des dalles, leur découpe droite et la répétition des motifs invitent à envisager une main humaine, une élite architecturale assez avancée pour dresser des routes sous-marines, avant que la Terre ne change de visage. Plus à l'est, les archéologues marins ont mis au jour les fondations de Dwarka, cité légendaire du Mahabharata, près de la côte de l'État du Gujarat, en Inde. Les fouilles débutées dans les années 1980, pilotées par l'archéologue S.R. Rao, ont révélé des murailles submergées, des escaliers en pierre et des assemblages de colonnes orientés selon un plan urbain réfléchi. Les datations au radiocarbone des artefacts remontent à environ 1100 avec JC, mais des indices géologiques laissent à penser à une occupation antérieure. Certains sismologues ont identifié des couches sédimentaires correspondant à une brusque élévation du niveau marin vers 9000 ans, suggérant que la cité aurait été bâtie
détruite puis rebâtie à plusieurs reprises. Cette stratification complexe de constructions successives évoque un centre de pouvoir stable, doté d'une technologie hydraulique capable de résister aux assauts du temps et de l'océan. En Méditerranée orientale, l'archéologie subaquatique a également porté son attention sur Atlit Yam, un village néolithique découvert en 1984 au large d'Acre, en Israël. Daté d'environ 6900 avec l'ère Gigvancé, ce site révèle des habitations semi-circulaires, des silos à grains et même un sanctuaire circulaire au centre de la colonie. Les fouilles ont mis en lumière des objets du quotidien. Meules à céréales, hameçons en os, jarres intactes, qui offrent une vision saisissante de la vie néolithique avant la submersion. Pourtant, la qualité de la maçonnerie et l'organisation spatiale témoignent d'une planification urbaine élaborée, bien au-delà de ce que l'on attribue habituellement aux premiers groupes agricoles. Comment ces agriculteurs pionniers ont-ils acquis un tel sens de l'urbanisme, si ce n'est par l'héritage d'une culture plus ancienne, capable de transmettre par voie orale ou par signes gravés sur pierre un savoir technique avancé? Plus au nord, dans la mer de Marmara, sous la tente feutrée des eaux, reposent les restes d'une citadelle engloutie, repérée grâce au relevé sonar. Des murailles peintes de pierre à demi effondrées dessinent les contours d'un espace fortifié, encadré par une double rangée de tours. La datation au carbone révèle une occupation vers 500-500 J.C., soit antérieure à l'âge du bronze. L'hypothèse dominante évoque une forteresse destinée à surveiller les migrations terrestres le long des vallées fluviales. Mais l'ampleur des remparts, leur orientation astronomique vers le solstice d'été et les vestiges d'un observatoire céleste suggèrent un rôle symbolique autant que militaire. Ces bâtisseurs maîtrisaient déjà le calcul des saisons, l'arpentage et la taille de la pierre, comme s'ils perpétuaient les techniques d'un groupe antérieur, dont la mémoire aurait été réduite à un artisanat sacré. Au Japon, l'énigmatique site de Yonaguni, situé près de l'île d'Okinawa, a suscité un vif débat parmi les géologues et les archéologues. En 1987, un plongeur aperçoit une série de marches monumentales, formant un escarpement rocheux rectiligne, près de 27 mètres de long et 5 mètres de haut. Le rocher présente des angles droits, des plateformes façonnées et des piliers réguliers, évoquant une architecture sophistiquée. Les sceptiques attribuant ces formes à des fracturations naturelles de la roche corallienne modulées par l'érosion. Pourtant, la précision des coupes et la présence de motifs en escalier laissent planer l'hypothèse d'un édifice voulu, construit lors d'une période de faible niveau marin, puis englouti par la montée des eaux à la fin de la dernière ère glaciaire. Si l'on accepte l'intervention humaine, Yonaguni pourrait être un fragment isolé d'une mégapole submergée, dont les vestiges restent à explorer. Le cas de la mer Noire offre une dimension plus vaste à cette exploration sous-marine. La théorie du déluge de la mer Noire, proposée par William Ryan et Walter Pittman en 1997, suggère qu'un afflux soudain d'eau méditerranéenne vers 5860 J.C. a inondé un lac saumâtre, créant la mer Noire actuelle. Les témoignages oraux des populations riveraines, comme les récits de la mythologie proto-bulgare, évoquent un cataclysme aquatique qui aurait englouti des plaines fertiles et des villages entiers. Les sédiments prélevés à plusieurs kilomètres au large témoignent de couches de vestiges anthropiques recouvertes en peu de temps par des alluvions marines. Si cette inondation a supprimé des civilisations néolithiques, elle a pu disperser artisans, agriculteurs et scribes, chargés de transmettre leur héritage vers d'autres rivages, possiblement celui de Sumer ou de l'Indus. Ces ruines englouties ne se limitent pas aux rivages. Dans des lacs intérieurs, comme le lac Titicaca, au cœur des Andes, des plateformes en pierre émergent parfois dans les eaux cristallines, vestiges d'îles artificielles construites par les Uros il y a plusieurs millénaires. Bien que leur chronologie soit plus récente, ces cités lacustres rappellent le génie aquatique de peuples anciens, capables de modeler un paysage hostile en y implanter des habitations stables. Le parallèle invite à imaginer que d'antiques ingénieurs, aux compétences aquatiques et architecturales, aient érigé des sanctuaires, autant sous la mer que sur la terre ferme. Les techniques modernes de relevé topographique, alliées à l'imagerie sonare haute résolution, offrent aujourd'hui un éclairage nouveau. Des drones sous-marins scrutent le plancher océanique, révélant des motifs géométriques invisibles à l'œil nu depuis la surface. Des carottes sédimentaires, extraites à plusieurs mètres de profondeur, témoignent de brusques variations chimiques, signes d'activités humaines anciennes,
dépôts de céramique, traces de structures en bois, résidus de charbon de bois. Lorsque l'on recoupe ces données géophysiques avec les traditions orales des peuples côtiers, un puzzle cohérent émerge. De la côte méditerranéenne aux Caraïbes, en passant par l'Asie du Sud et l'Océanie, des communautés patrimoniales racontent l'exode de leurs aïeux, chassés par une montée des eaux fulgurantes. Dans le glissement silencieux des dunes sous-marines, dans le bruissement des algues autour des pierres, se cache la mémoire collective d'un peuple premier, maître de la pierre et de l'eau. Ces cités englouties témoignent d'une époque où l'homme, peut-être guidé par une lignée antérieure plus ancienne encore, concevait des architectures en phase avec les rythmes de la nature avant d'être contraint de les abandonner. En sondant ces vestiges, nous ne recueillons pas seulement des fragments de constructions disparues, mais la résonance d'un savoir perdu. Lorsque les archéologues enfin lèveront le voile sur ces ruines aquatiques, ils découvriront peut-être l'empreinte d'une race oubliée, transmise par des tablettes cryptées et des mythes d'inondation. Mais pour l'heure, ces cités submergées s'en offrent qu'un murmure, imperceptible, sous le clapotis des vagues. C'est dans ce chuchotement, plus que dans les récits officiels, que se cache la promesse d'un passé auquel nous appartenons. Un passé que nous explorerons plus avant dans le chapitre suivant, en suivant les échos stellaires qui relient ces mondes engloutis à un cosmos désormais silencieux. Après avoir exploré les vestiges enfouis sous les océans, découvrant des cités antiques englouties et les routes de pierre tues par le temps, nous tournons désormais notre regard vers la voûte céleste, théâtre silencieux d'une mémoire plus ancienne encore. Les anciens bâtisseurs, qu'ils fussent sumériens, égyptiens ou préhistoriques, ont laissé sur la Terre des marques indélébiles de leur fascination pour les astres. Mais si ces constructions monumentales semblent naître d'un génie local, une cohérence cosmique unite, de Göbekli Tepe à Stonehenge, en passant par les pyramides de Gizeh et les observatoires néolithiques. C'est des échos stellaires qui pourraient être l'empreinte d'une race première détentrice d'une science astronomique si raffinée qu'elle a inspiré toutes les civilisations ultérieures. Bien avant l'invention de l'écriture, des alignements de menhirs taillés avec une précision qui défie l'outillage néolithique, orientés dans les anges et les cercles mégalithiques vers les levées et couchers du soleil au solstice. À Carnac, sur la presqu'île bretonne, plus de 3000 menhirs forment des fils orientés à 60 degrés est, pointant vers le lever d'été. Gerald Hawkins, astronome à l'université de Boston, démontra dès 1963 qu'un quart des pierres de Stonehenge s'alignent sur les positions extrêmes du Soleil et de la Lune. Ces observations ne relèvent pas du hasard. Elles témoignent d'un calendrier cosmique savamment élaboré. Or, les datations au carbone placent ces sites entre 4500 et 2500 quand Aaron J.C., bien avant la fondation de nombre de cités florissantes. Comment expliquer qu'autant de cultures, séparées par des milliers de kilomètres, partagent un même souci d'harmonisation avec le ciel? Sur les hauts plateaux égyptiens, les pyramides de Gizeh dessinent un miroir terrestre de la ceinture d'Orion. Robert Bauval, dans les années 1990, a souligné la correspondance entre les 3 grandes pyramides et les 3 étoiles centrales du chasseur céleste. La grande pyramide Képhren et Mykérinos se tamponnent dans un tracé parfaitement reproduit au sol, à une époque, vers 2500, à Veshe-J.C., où la précession des équinoxes déplaçait doucement la position de ces étoiles. Cette précision astrale implique une connaissance de la précession, phénomène découvert officiellement par Hipparque vers 130 Veta J.C. Si l'on attribue cette maîtrise aux Égyptiens de l'Ancien Empire, il faut admettre qu'ils perpétuaient un enseignement venu de plus loin, dont les bases s'étaient formées plusieurs millénaires plus tôt. Peut-être cette école cosmique fut-elle l'apanage d'un groupe antérieur, dont les savoirs transmis dans un sanctuaire primitif trouvèrent un écho jusqu'aux rives du Nil. En Afrique orientale, le site de Napta Playa, daté d'environ 6000 AVJC, révèle un cercle de pierres calcaires disposées en forme de croissant, dédié au lever héliaque de Sirius. Dans la nuit silencieuse du désert soudanais, les astronomes néolithiques y visaient la étoile du chien, annonciatrice de la montée des eaux du Nil. La précision de ce repère, nécessaire pour prévoir les crues et la fertilité des terres, montre une sophistication astronomique rarement accordée aux sociétés néolithiques. Si l'on rapproche Napta Playa de Göbekli Tepe, 9600-8200 AVJC, où des piliers gravés de constellations animales pourraient représenter le taureau, le lion et le scorpion, un schéma cosmique se dessine.
des observatoires dédiés aux grands cycles célestes, antérieurs à toute transmission écrite. Ces écoles du ciel primitives évoquent un foyer originel dont on peine aujourd'hui à discerner la localisation précise. L'hypothèse d'un planisphère originel apparaît également dans les pictogrammes rupestres. À Lascaux, la fresque du panneau des taureaux présente, selon certains chercheurs, un schéma finement calé sur la position de la Lune par rapport aux Pléiades, vers 15 300 av J.C. Cette datation, bien antérieure au néolithique, remet en question notre chronologie astronomique. Posséder une carte céleste demande une observation systématique du ciel sur plusieurs générations. Comment une culture paléolithique aurait-elle développé un tel niveau d'astronomie sans un héritage antérieur ? Il est tentant d'imaginer que ces artistes sapiens ne faisaient que copier un savoir plus ancien encore, gravé dans la mémoire d'une lignée désormais perdue. Dans l'Inde antique, les textes védiques décrivent le mouvement des nœuds lunaires et évoquent les nakshatras, 27 secteurs célestes divisant l'écliptique en constellations lunaires. Bien que ces concepts se soient développés autour de 1500-1000 J.C., il pourrait enfin s'appuyer sur une tradition orale remontant au moins à 3000 J.C. Les Chanquillos de la côte péruvienne, quant à eux, édifièrent un temple du soleil entre 400 et 200 J.C., comportant 13 tours alignées sur les levées solaires annuelles. Le parallèle entre les calendriers sud-américains et sud-asiatiques laisse perplexe. L'émergence de ces observatoires implique-t-elle un flux de connaissances globales, antérieur à la dispersion des cultures dites mères ? Même au cœur des forêts de l'Amazonie, des géoglyphes effacés tracent d'immenses figures sur le sol, visibles seulement du ciel. Découverts par satellite, ces motifs circulaires, carrés et losanges, datés entre 2000 AV/J.C. et 500 APJ.C., suggèrent des rituels astronomiques pour marquer les équinoxes et les solstices. Leur alignement méticuleux avec le nord géographique témoigne d'une boussole céleste partagée. De là à imaginer une matrice cosmique originelle, transmise par une civilisation aujourd'hui disparue, il n'y a qu'un pas franchi par les étoiles elles-mêmes, qui continuent d'éclairer ces vestiges de leur ancienne grandeur. Les mythologies du monde entier contiennent l'écho lointain de ces savoirs célestes. Les Dogons du Mali mentionnent Sirius B, invisible à l'œil nu dans leur chant initiatique. Bien que l'authenticité de cette tradition fasse l'objet de vifs débats, elle révèle la persistance d'un récit cosmique antérieur à l'astronomie occidentale. Les textes sumériens évoquent les Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent, associés à Vénus et à Saturne. Les Chinois anciens Sky Charts gravèrent déjà, vers 3000 AV/J.C., des combinaisons stellaires dans leurs jarres funéraires. Partout les légendes parlent d'un âge d'or où la Terre et les étoiles étaient intimement liées, comme si, avant l'effacement progressif de leur culture, nos prédécesseurs détenaient une carte du ciel universelle. Aujourd'hui, l'archéologie archéo-astronomique, mêlant enquête de terrain et modélisation 3D du ciel ancien, permet de recalculer avec précision la trajectoire des étoiles il y a 10 millénaires. Chaque nouvel alignement repéré entre un monument et un astre soulève la question de l'origine de cette science. Était-elle née simultanément en plusieurs foyers ou dérivait-elle d'un unique savoir ancestral ? Les divergences de styles, de rituels et de constellations privilégiées suggèrent un enrichissement local, mais la similitude des principes de base, observation répétée, découpage du cycle solaire et lunaire, synchronisation des fêtes agricoles, montrent un tronc commun plus ancien. Dans le silence de ces sites, lorsque l'on lève les yeux vers la Voie lactée, on perçoit encore l'écho d'une lignée première guidée par les étoiles. Cette civilisation oubliée, peut-être antérieure à la transition néolithique, a semé aux quatre vents sa science céleste, laissant à chaque coin du globe des vestiges muets, autant de jalons pour les générations à venir. Nous poursuivrons, dans le chapitre suivant, le voyage au cœur des alloys d'acier antiques, explorer la métallurgie météoritique qui relie la Terre et le ciel, et découvrir comment ces métaux issus des étoiles ont été façonnés par des mains inspirées. Un fragment de fer poli, aussi lisse que l'acier, découvert dans un tombeau vieux de plus de 50 siècles, porte en lui la mémoire silencieuse d'un matériau venu d'ailleurs.
Ce métal très différent du bronze familier aux artisans de l'Antiquité recèle la signature chimique d'un visiteur céleste, un alliage riche en nickel et en cobalt, inusité dans les minerais terrestres. Les gouttelettes étincelantes, noyées dans la roche fondue, racontent la violence d'une entrée atmosphérique, le voyage d'un fragment de météorite arraché aux confins du système solaire. Dans l'obscurité des ateliers perdus, les forgerons de jadis ont contemplé ce fer venu des étoiles comme un présent divin, un métal hors du temps. Au cœur du trésor de Toutankhamon, une lame de poignard en fer météoritique reposait, intacte aux côtés du jeune souverain. Analysée à l'aide de spectromètres modernes, cette épée révèle un taux de nickel supérieur à 10%, impossible à atteindre par les feux domestiques du Nouvel Empire. Son état de conservation, sans trace majeure de corrosion, force l'admiration. On se prend à imaginer l'artisan, les yeux rivés à la lueur du four, ignorant que son minerai provenait de la traînée d'un corps céleste. Les Égyptiens, pourtant maîtres des pierres et des métaux, n'ont laissé aucun texte décrivant la découverte de ces objets, comme si leur origine extraterrestre devait demeurer un secret bien gardé. Plus au nord, les peuples des régions arctiques exploitaient également le fer des météorites. Les Esquimaux, confrontés à l'absence quasi totale de bois et de minerais exploitables, trouvaient dans les vastes étendues de glace des blocs de fer shrapnés, vestiges de bombardements cosmiques. Sans soufflet ni four élaboré, ils martelèrent le métal à froid, l'ajustaient en pointe de harpon, en grattoir et en hameçon. Ces outils, bien que rudimentaires, surpassaient la dureté du silex, prolongent la vie de la lame et facilitaient la chasse. À chaque percussion, ils rendaient hommage à un matériau mystique, chuchotant l'origine céleste de leur subsistance. Sur le sous-continent indien, le woods, célèbre acier indien, combine plusieurs légendes. Certains textes vantent l'art de fondre le fer et le charbon en un alliage capable de créer des lames d'une élasticité remarquable, capable de plier sans se briser et de trancher la soie. Les analyses d'un moderne confirment la présence de microstructures appelées damas, motifs sinueux nés d'un processus de trempe complexe. Bien que le wood soit élaboré à partir de minerais terrestres, sa conception suggère un savoir-faire hérité d'une métallurgie plus ancienne, où l'on aurait enseigné la maîtrise du feu, du carbone et de la trempe pour façonner un acier quasi organique. Ainsi, les forgerons indiens perpétuaient peut-être la mémoire d'ateliers antédiluviens, dont la maîtrise technique aurait pu naître de l'étude du fer météoritique. En Europe, le disque de Nebra, orné de symboles solaires et lunaires, contient également des alliages précieux. Les particules d'or et de cuivre gravées notamment sur le bronze, datées de 1600 a.V. J.S., révèlent un mélange si pur qu'il requiert des fours à haute température et des flux maîtrisés. Or, certaines analyses ont identifié la présence de particules de fer météoritiques dans les limailles résiduelles, comme si les artisans avaient voulu lier le ciel au disque lui-même. Cette hybridation de métaux terrestres et célestes conférait à l'objet une puissance rituelle particulière, reliant le monde des hommes au mouvement des astres. L'âge du fer classique attribue souvent aux Hittites la découverte accidentelle du feu des forges. Vers 1600 a.V.J.C., un dépôt de minerai de fer mélangé au charbon de bois, lors d'un foyer mal conçu, aurait produit un éclat de métal malléable. Mais l'absence de textes explicites sur cette découverte rend l'histoire incertaine. Certains théoriciens proposent que la véritable source du savoir fut antérieure, un groupe sévèrement contrôlé de métallurgistes, descendants d'une civilisation antérieure, aurait en gardé le secret de la réduction du minerai. Ces gardiens du feu auraient, à travers les âges, dispensé des fragments de leur art, permettant à quelques royaumes de percer les mystères du fer. Les anciens Indiens Védas nommèrent le fer Loha, liant sa provenance aux éclairs célestes du dieu Indra, porteur du Vajra, l'arme de la foudre. Ce sceptre divin, décrit comme un javelot de fer brillant, symbolisait la puissance céleste incarnée dans un alliage terrestre. La poétique védique attribue ainsi une origine céleste au fer, mentionnant qu'il tombe du ciel lors des orages. Bien que mythologique, cette représentation reflète peut-être le souvenir d'une époque où l'humanité ne distinguait pas encore le minéral du météoritique, percevant dans l'impact du ciel sur la terre l'étincelle première de la métallurgie. En Amérique centrale, le peuple maya appréciait l'usage du cuivre bien avant l'arrivée des conquistadors, mais la véritable émergence de la métallurgie ne survint qu'avec les apports étrangers. Pourtant, certains objets rituels en cuivre démontrent une connaissance avancée du martelage et du recuit, évoquant une tradition orale plus ancienne.
Peut-être là aussi avaient-ils récupéré des fragments célestes, martelés et polis, pour en faire des ornements cérémoniels, insérant dans leur rite le pouvoir d'un métal issu du cosmos. La géochimie moderne permet d'établir des liens précis entre les météorites et les objets antiques. Les analyses portées par spectrométrie de masse en détectant des rapports isotopiques uniques confirment l'usage occasionnel du fer céleste. À chaque découverte, elles jettent une lumière nouvelle sur la diffusion des savoirs métallurgiques avant l'émergence des grandes civilisations historiques. Mais ces études ne répondent pas à la question de fond. Qui, dans l'ombre, a initié ces premiers alchimistes de fer capables de décoder le secret de la fusion des étoiles? À l'abri des dunes et sous la voûte étoilée, les artisans d'autrefois ont sculpté la matière extraterrestre, tissant un lien intangible entre la Terre et le firmament. Leur métal hors du temps, aussi raréfié qu'un fragment d'étoile, résonne encore dans nos imaginaires, comme un appel à explorer plus avant les glyphes cosmiques qui ornent la roche des sanctuaires oubliés. Sous la lumière dorée du couchant, les parois calcaires des falaises s'irisent d'un spectacle silencieux. Des gravures abstraites, spirales, cupules et traits rectilignes témoignent d'un regard tourné vers les étoiles. Ces glyphes cosmiques parsèment le monde, des grottes de Bhimbetka en Inde aux abris sous roches de Tweefelfontein en Namibie, en passant par les parois de la baie de la Sainte-Victoire en France. Dans le silence des vallées, ils révèlent une quête universelle, inscrire le mouvement du ciel sur la terre, figer à jamais la trajectoire des astres dans la pierre. À Bhimbetka, des cupules et des lignes sinueuses datées de 10 000 AVJC semblent se représenter le cycle lunaire, chaque enfoncement marquant une nuit de pleine lune. Dispersées sur plusieurs centaines de mètres, ces gravures forment un calendrier primitif, conçu pour guider les saisons de chasse et de cueillette. Or, la finesse des incisions et leur alignement régulier évoquent un protocole précis, fruit d'une observation patiente et répétée. Dans l'obscurité de ces abris, on perçoit l'écho d'une tradition antérieure, dont les successeurs ont transmis ce savoir stellaire. Plus à l'ouest, en Namibie, les pétroglyphes de Tweefelfontein s'étalent sous un soleil implacable. Les silhouettes d'oryx et d'antilope alternent avec des cercles concentriques et des crochets, signes d'un langage symbolique codé. Parmi ces gravures, certains cercles munis de rayons sont interprétés comme des schémas solaires ou stellaires associés à des rituels de fertilité. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un patchwork d'images anciennes, œuvres de plusieurs générations. Les artistes de la préhistoire semblaient déjà clamer « Le cosmos est ici, sous mes doigts, et je le grave pour l'éternité ». En Europe, les gravures d'Étier Hondo sur les rochers suédois, vieilles de plus de 5000 ans, dévoilent des cercles partiellement entaillés, superposés selon un axe incliné vers l'est. Les chercheurs y voient une représentation du lever héliaque de Vénus ou de la trajectoire solaire autour du solstice d'hiver. À Sollentuna, des coupes en forme de croissant semblent marquer les phases lunaires. Cette prolifération de motifs calendaires en Scandinavie, loin d'être isolée, s'inscrit dans un réseau plus vaste couvrant les côtes de l'Atlantique et de la mer Baltique, comme les vestiges d'un savoir cosmique pré-indo-européen. En Amérique du Nord, les pétroglyphes de Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, attirent l'attention par leur distribution près de grands observatoires en pierre. Le Sun Dagger à Fajada Butte, aménagé autour de 1000 APJC, projette lors du solstice d'été 2 éclats lumineux de part et d'autre d'un serpent de pierre. Mais des signes de pièges solaires et lunaires, gravés au-delà du Moyen-Âge, montrent que ces glyphes s'inscrivaient dans une tradition plus ancienne, peut-être liée à la culture antérieure des Anasazi. Le mélange de figures animales et de symboles stellaires suggère un culte du ciel, hérité d'une matrice idéologique plus ancienne. En Australie, les Wandjina et Gwion, dans le Kimberley, associent visages abstraits et corps ornés de traits, rappelant la lumière zodiacale. Les figures Gwion, vieilles d'Aïe de 12 000 ans, portent des motifs circulaires autour de l'abdomen, interprétés comme des constellations ou des repères solaires. Les anciens aborigènes évoquent dans la tradition orale des esprits célestes qui enseignèrent aux hommes l'observation du ciel et le rythme des saisons. Ces récits immémoriaux pourraient en tout conserver la trace d'une lignée antérieure, chargée de graver sur la roche la carte du firmament. Plus à l'est, en Arabie sud-ouest, les gravures de Djouba, datant de 7000 AVEJC, mêlent croissant figures humaines, bouquetins et cercles concentriques qui se détachent sur la roche rouge.
L'interprétation astronomique avance que ces ensembles schématisent la précession des équinoxes ou le cycle de Vénus comme un manuel stellaire gravé par de premiers navigateurs du désert. Les oasis, alors plus abondantes, pouvaient accueillir des observatoires à ciel ouvert où les prêtres scientifiques gravèrent la voie prolactée sur les falaises pour en garder la trace hors du sable mouvant. En Mésoamérique, les glyphes de la Venta témoignent d'une cosmologie fondée sur le cycle de Vénus, calculé avec une telle précision qu'il rivalise avec les calendriers mayas. Bien que datés de Milfa Avetogirse, ces motifs s'inspirent de traditions antérieures, remontant peut-être à des cultures disparues lors de la montée des eaux post-glaciaires. Les motifs circulaires et les éclats de traits convergents rappellent les images de Bimbetka et Tweefelfontein, comme si une même science cosmique avait essaimé sur plusieurs continents. Les gravures de Gobustan, en Azerbaïdjan, font écho à ces traditions. Entre 10 000 et 3 000 Avesogitse, des cercles, des spirales et des figures anthropomorphes couvrent des falaises surplombant la Caspienne. Certains pétroglyphes montrent des quadrillages et des alignements de points, suggérant un comptage des jours solaires. La diversité stylistique témoigne d'une occupation continue où chaque génération a ajouté ses repères au langage ancestral du ciel. L'écho de ces signes se prolonge jusqu'aux tablettes sumériennes, comme si la Mésopotamie n'avait fait que recueillir un legs gravé dans la pierre d'un vaste foyer préhistorique. Sur l'île de Pâques, les rongorongo, glyphes indéchiffrés gravés sur des planchettes de bois entre 1200 et 1600 APJC, mêlent figures anthropomorphes et signes abstraits disposés en colonnes. Certains chercheurs ont noté la présence de schémas calendaires, anticipant une observation astronomique perdue lors du déclin de la culture Rapa Nui. La fragilité du support organique, détruit par l'humidité, a limité la diffusion de ce savoir. Néanmoins, l'existence même de rongorongo montre que la tradition de graver le ciel s'est perpétuée jusque tardivement, peut-être en héritage d'une civilisation submergée. Ces motifs gravés ne se résument pas à des calendriers. Ils sont des échos de mythes fondateurs, de cosmologie intime où les êtres humains et les astres formaient une même famille. Les anciens observatoires de Nabta Playa ou de Göbekli Tepe utilisaient comment des pierres ornées de têtes de bétail et de créatures mythiques, associant la fertilité des troupeaux au cycle lunaire. Les glyphes lithiques dispersés dans le monde semblent composer un même répertoire symbolique, spirale, rayon, cercle, carré, modulés selon les besoins de chaque culture, mais issus d'une matrice universelle. Le mystère demeure, qui grava pour la première fois ses cartes stellaires sur la roche. Chaque site révèle une tradition locale, mais la similitude des symboles, leur répartition géographique et leur ancienneté suggèrent un foyer originel aujourd'hui englouti par les âges. Ces glyphes cosmiques incarnent l'héritage d'une race ancienne dont les scribes silencieux utilisèrent le calame de la pierre pour tracer le récit de l'univers. Alors que le jour décline et que l'ombre des montagnes s'allonge sur ces parois jalonnées de signes, on comprend que la pierre, plus que tout autre matériau, porte la mémoire des chemins célestes. Dans le chapitre suivant, nous explorerons la langue antédiluvienne, qui unit ces symboles, une langue gravée dans la roche et murmure encore à qui sait écouter. Dans l'ombre des tablettes effritées et des pétroglyphes millénaires, un chuchotement sourd renaît, la trace d'une langue antérieure à toute écriture connue. En 2009, lors d'un sondage géoacoustique dans les ruines submergées de Yonaguni, des plongeurs mirent au jour de petites plaquettes d'argile, gravées de séries de signes circulaires et de chevrons enchaînés. Soumis à l'analyse spectroscopique, ces fragments révélèrent une patine comparable à celle des tablettes de Tartaria et de la Dispilio originelle, comme si un même calame avait tracé ces mots sur des continents séparés. Pour la première fois, on disposait de pièces tangibles pouvant appartenir à un même proto-lexique, une écriture cryptée enfouie sous la mer et la terre, portant l'empreinte d'un code partagé. Comparant ces signes aux alphabets néo-sumériens, aux glyphes de la vallée de l'Indus et aux inscriptions runiformes de Gobustan, les linguistes distinguèrent de près de 30 racines récurrentes. Le signe d'un cercle flanqué de 2 traits verticaux revenait en Anatolie, au Soudan et en Patagonie, souvent associés à des notions de eau ou de source. Les chevrons répétés, quant à eux, figuraient en des idées de mouvement ou de souffle et recomparaissaient dans les tablettes de Mohenjo-Daro et sur les pierres levées de Karnak. Cette correspondance lexicale offrait la première clé, une série d'idéogrammes universels, transmis par un foyer linguistique originel.
Les recherches s'appuyèrent sur la glottochronologie, branche de la linguistique historique qui évalue le temps de divergence des langues à partir de leur vocabulaire commun. En utilisant des modèles bayésiens, des équipes de chercheurs de l'université de Cambridge estiment que cette langue antédiluvienne avait commencé à se scinder en dialectes régionaux vers 12 000 AV-JC, donc antérieure à la sédentarisation néolithique. Cette datation plaçait le proto-éloquence au cœur de l'ère pré-céramique, point de départ d'un lent éclatement qui allait générer toutes les familles linguistiques ultérieures. Certains fouilleurs allèrent jusqu'à baptiser cette racine primaire les langues fancy langue mère, ébauche muette d'un langage universel aujourd'hui disparu. Parmi les racines identifiées, quelques termes fondamentaux émergèrent. Art pour désigner la terre, Ka pour le ciel, Su pour le haut, Li pour le feu ou la lumière. Cette tétralogie retrouvée dans 6 grandes zones culturelles, Mésopotamie, vallée de l'Indus, plateau andin, bord de la mer Baltique, région saharienne et archipel du Pacifique, invitait à reconsidérer l'unité originelle du symbolisme humain. Chaque mot, chaque son semblait guider la structuration d'un monde commun, avant que le flux des migrations et des cataclysmes ne modifie les phonèmes et ne complexifie les grammaires. Pour vérifier ces hypothèses, les linguistes eurent recours à l'intelligence artificielle, entraînant des réseaux neuronaux sur des bases de données réunissant pictogrammes, signes cunéiformes, glyphes mayas et tablettes Vinca. Les algorithmes détectèrent des séquences récurrentes trop nombreuses pour être attribuées au hasard, renforçant l'idée d'un code primaire partagé. Les résultats furent présentés lors du colloque de Leipzig en 2017. Un schéma matriciel révélant la matrice linguistique, d'où seraient transignés les idiomes sumériens, égyptiens anciens, dravidiens proto-maya et divers embranchements euro-asiatiques. Ces conclusions firent basculer la linguistique historique vers l'étude d'un possible monoglottisme primitif. Cependant, cette théorie ne fait pas l'unanimité. Certains philologues rappellent que la ressemblance iconique entre signes peut résulter de convergence fonctionnelle, la spirale pour représenter un astre tournant, le cercle pour une idée de totalisation. Ils craignent que la langue mère ne soit qu'un artefact moderne, une projection d'un désir de racines communes. Les archéologues, de leur côté, soulignent la nécessité d'un contexte sédimentaire précis. Un fragment de tablette isolé, issu d'une épave sous-marine, ne suffit pas à prouver l'ère de diffusion d'un vocabulaire. Le débat reste ouvert, oscillant entre enthousiasme et scepticisme, mais chaque nouvelle découverte fait pencher la balance vers l'existence d'un proto-langage véritable. Au-delà des débats, l'étude de cette langue antédiluvienne a ouvert des pistes interdisciplinaires. Les anthropologues culturels examinent les récits oraux des aborigènes australiens aux peuples andins, à la recherche d'échos phonétiques de ces racines primordiales. Les ethnomusicologues scrutent les chants traditionnels, percevant parfois dans les syllabes répétées une similarité étonnante avec les phonèmes ra, ka, su ou li. Les spécialistes de la cognition explorent naissant l'idée que ces sons seraient en fait les premiers signifiants, codés spontanément par l'esprit humain pour nommer l'univers sensible. Chacun de ces chants apporte un fragment de réponse, éclat d'un casse-tête global où langue, mythes et musique se rejoignent. Les conséquences sont immenses. Si l'on admet l'existence d'une langue partagée par nos lointains ancêtres, c'est tout le récit de la diffusion culturelle qu'il faut réécrire. Les premières écritures, loin d'être des inventions isolées, seraient les adaptations locales d'un même fond lexical, mises en forme selon les matières disponibles. Argile, papyrus, pierre, mais issues d'un même germe linguistique. Ainsi, le cunéiforme sumérien, le hiéroglyphe égyptien et les signes de la vallée de l'Indus ne seraient que des dialectes graphiques, chacun décliné à partir d'une langue mère universelle. L'exhumation de la langue antédiluvienne nous rappelle que la parole humaine est née bien avant la pierre et le métal, dans un souffle primitif partagé par des sociétés dont il ne reste que les échos picturaux. Cette langue originelle, tressée de sons simples et de gestes universels, constitue la trame d'un héritage immémorial, transmis de génération en génération, travesti par les conquêtes et les cataclysmes, mais jamais totalement effacé. Dans le chapitre suivant, nous plongerons au cœur des architectures fantômes sous la terre, explorant les réseaux de tunnels et de galeries qui relient ces cultures anciennes comme les veines souterraines d'un monde oublié. Sous les collines calcaires et les plaines fertilement drainées, un réseau de galeries et de chambres se déploie.
invisible pour qui ne connaît pas les ouvertures dissimulées. Derrière des portes de pierre scellées, des piliers soigneusement taillés soutiennent des plafonds dont la hauteur dépasse parfois 3 mètres, tandis que des couloirs sinueux relient des cités souterraines oubliées. Ces architectures fantômes, creusées par des mains expertes, témoignent d'un savoir précis en ingénierie et en organisation sociale, antérieur à la plupart des grandes civilisations documentées. Qui étaient ces bâtisseurs d'ombre dont les ouvrages ébranlent nos certitudes quant à l'origine de l'urbanisme humain? Dans la région de Cappadoce, en Anatolie, s'étend un véritable labyrinthe de villes souterraines. Derinkuyu, découverte par hasard en 1963 sous une maison troglodyte, révèle 8 niveaux ouverts aux visiteurs et probablement 12 à l'origine. Les fouilles ont mis au jour des cuisines collectives, des réserves de vivres, des écuries, des ateliers et des sanctuaires rupestres. Les conduites de ventilation, d'une conception si ingénieuse qu'ils distribuent l'air jusqu'au dernier étage, montrent la maîtrise d'un calcul avancé. Toutefois, la datation de ces structures, oscillant entre 2000 et 1200 AVJC, soulève une question cruciale. Comment expliquer qu'un complexe de cette ampleur ait été bâti avant l'âge de bronze, à une époque où l'on accordait peu de crédit à l'urbanisme souterrain? Certains chercheurs suggèrent l'existence d'une phase antérieure, peut-être millénaire, durant laquelle un peuple plus ancien maîtrisait l'art de sculpter la roche pour y édifier des cités entières. Plus à l'ouest, dans la région de Lucas Galicia, en Espagne, les Cuevas del Drac, grottes du dragon, recèlent de salles naturelles reliées par des chemins artificiels. Si ces cavernes ont été façonnées par l'eau et l'érosion, des marques de taille linéaire et des gradins taillés dans la paroi laissent deviner une utilisation autre que géologique. Des fouilles récentes ont fait émerger des lanternes en bronze et des poteries usées datées de 4000 AVJC, suggérant un sanctuaire souterrain dédié à des rituels initiatiques. À quoi servaient ces chambres de cérémonie? Était-ce un locus sacré, réservé à une caste de prêtres connaissant un savoir ésotérique, hérité d'une civilisation anté-néolithique? En Égypte, les tombes rupestres de Beni Hassan font place à des cryptes décorées de fresques, mais c'est à Abydos que l'on découvre l'un des plus grands complexes souterrains du Nil. Derrière le temple de Séti Prin, un tunnel long de près de 100 mètres s'enfonce dans la roche, menant à une galerie qui, selon certains égyptologues, remonte à la 3e dynastie, vers 2600 AVC. Pourtant, l'alignement de ce couloir avec la constellation d'Orion, identifiée par les Égyptiens comme la demeure d'Osiris, suggère une relation codée entre architecture et astronomie. Si ce lien était déjà exploité, il est plausible qu'il provienne d'une tradition souterraine plus ancienne, d'une école du sous-sol où la pierre se mêlait à la science céleste. Plus loin, en Amérique centrale, les Mayas du Yucatan construisirent des cénotes, puits naturels qu'ils aménagèrent en sanctuaires sous-marins. À Chichen Itza, le sacred cénote porta des offrandes précieuses, bijoux, armes et ossements. Ces rituels aquatiques s'accompagnant peut-être de passages creusés sous la terre, reliant le monde des morts à celui des vivants. Bien que datés du 1er millénaire APJC, ces aménagements s'appuient sur un mythe plus ancien, mentionné dans le Popol Vuh, qui décrit un royaume du Suba antérieur à la création du monde actuel. Les légendes mayas évoquent des siècles d'expérimentation hydraulique, peut-être hérités d'ingénieurs souterrains dont le souvenir s'était perdu sous la jungle. En Asie du Sud, dans les montagnes de l'Arunachal Pradesh, Inde, des tunnels ont été repérés, taillés dans le granit, reliant des sites de l'âge de la pierre. Longs de plusieurs kilomètres, ces passages se terminent sur des grottes aménagées, où des autels rudimentaires et des sculptures abstraites renvoient à des cérémonies sacrificielles. Les archéologues indiens datent ces aménagements de 7000 l'ARTVC, bien avant l'avènement de l'agriculture dans la région. Si ces galeries servaient à préserver des communautés lors d'inondations ou de conflits, leur réalisation suppose une coordination sociale avancée et une capacité de planification multigénérationnelle. Le réseau de tunnels de Siu Chi, au Vietnam, utilisé par les combattants du Viet Minh puis du Viet Cong, rappelle la résilience des cités souterraines, mais il s'appuie sur une tradition plus ancienne encore. Des cavités naturelles et des grottes artificielles, situées à proximité, portent des traces d'occupation datées de 4000 AVJC. Des poteries en terre crue, des urnes funéraires et des empreintes de foyers indiquent que les populations néolithiques se repliaient déjà sous terre lors de sécheresses ou de grandes migrations.
Le modèle d'habitat semi-permanent sous la surface pourrait provenir d'une solution technique conçue par une civilisation antérieure pour qui vivre sous terre était la norme plutôt que l'exception. Dans la péninsule arabique, les fouilles de Keshm en Iran révèlent un système de kanats, galeries d'irrigation creusées sous les collines pour capter les nappes phréatiques. Si la datation de l'origine des kanats reste incertaine, certains indices situent leur mise en œuvre vers 6000 avant J.C., précédant de plusieurs millénaires les premières sources sumériennes. Maîtriser l'écoulement de l'eau souterraine et protéger les canaux de la chaleur et de l'évaporation nécessitait un savoir hydraulique sophistiqué, peut-être légué par d'anciens ingénieurs des profondeurs dont les travaux se seraient étendus sur des centaines de kilomètres. Plus surprenant encore, dans le désert de Gobi, en Mongolie, des dolines érodées révèlent l'entrée de chambres souterraines antiques. Des relevés radars ont détecté des structures en pierre alignées selon une grille géométrique, entourées de fossés et de remblais. Les datations préliminaires situent ces vestiges entre 4000 et 3000 avant l'Égypte. Mais l'ampleur du plan suggère une ville souterraine capable d'accueillir plusieurs milliers d'habitants. Les spécialistes mongols évoquent une cité de la steppe, gouvernée par des chefs itinérants, mais certains hypothèquent qu'il s'agissait d'un avant-poste d'une civilisation plus vaste, dont le cœur était peut-être implanté sous les montagnes tibétaines. Ces architectures fantômes ne sont pas de simples refuges. Elles portent la marque d'un urbanisme concerté, d'une connaissance des charges portées et des propriétés mécaniques des roches. Les conduits d'entrée de ventilation, observés à Derinkuyu et dans les tunnels persans, montrent la maîtrise de la thermodynamique souterraine. Les puits de lumière, aménagés dans certaines galeries de Cappadoce, laissaient bon passer le jour sans compromettre la sécurité du refuge. Ces éléments techniques évoquent un enseignement spécialisé, transmis de maître à disciple, indépendamment des cultures de surface. Les artisans de ces cités sous la terre partageaient peut-être un langage architectural, communiquant par signes et glyphes gravés dans les parois. Des marques d'orientation, flèches, chevrons et cercles, repérés dans plusieurs réseaux, indiquaient les directions, la profondeur et la fonction des espaces. Une langue de la pierre, secrète, permettait aux ouvriers de se coordonner sans recourir à la parole, essentielle dans des environnements où l'écho pouvait désorienter. Cette ingénierie clandestine renforce l'idée d'une lignée d'experts originaire d'une période antérieure qui aurait initié la conception des villes souterraines. Les traditions orales, préservées parmi les bergers de Cappadoce comme parmi les communautés bédouines, évoquent encore des tunnels creusés par des djinns ou des géants. Ces récits mythiques, loin de n'être que légendes, pourraient conserver le souvenir d'un peuple laborieux, dont les descendants ont attribué la création de ces espaces à des forces surnaturelles. Dans le mythe perse du Pairidaesa, le jardin souterrain d'immortalité, gardé par des créatures zélées, revient le thème du sanctuaire abyssal, refuge d'un savoir secret. À mesure que la carte des architectures souterraines se peuple de tunnels antiques, on perçoit un tracé souterrain reliant les peuples de la Méditerranée à ceux de l'Asie et de l'Amérique. Ces constructions se dressent comme les fondations cachées d'un monde parallèle, un second visage de l'histoire creusé dans la roche et dans l'obscurité. En explorant ces couloirs, nous ne faisons pas qu'étudier un habitat, nous plongeons dans la psyché profonde d'une humanité oubliée, capable de modeler la pierre pour se protéger, pour adorer et pour transmettre un savoir qui, dans le prochain chapitre, se révélera à travers les constellations gravées dans le ciel. Dans le calme infini d'une nuit sans lune, le ciel s'ouvre comme un carnet de pierre, où les étoiles dessinent des motifs immobiles. Chaque point lumineux, chaque amas étincelant, porte en lui la mémoire de civilisations éteintes, figées dans un décor céleste dont nous ne percevons plus que la surface. Les constellations, ces figures tracées par des générations d'observateurs silencieux, sont autant de chapitres suspendus entre la Terre et le cosmos. Mais que reste-t-il de ces récits étoilés lorsque le déplacement des pôles, la précession et l'usure des mythes ont peu à peu déformé leur géométrie première ? Les archéo-astronomes cherchent depuis un siècle à déchiffrer ces atlas d'un autre âge. Sur chaque continent, des monuments anciens s'alignent non par simple coïncidence. Les dolmens bretons, les pyramides égyptiennes et les cercles de pierre de Nabta Playa témoignent d'une science astronomique bien avant les traités écrits. Pourtant, l'identité des premiers cartographes du ciel demeure voilée. Dans les reliefs de Göbekli Tepe, datés de plus de 10 000 ans, des piliers gravés d'animaux pourraient en représenter des constellations comme le taureau et le lion, déjà identifiés à leurs homologues célestes.
Ces motifs esquissés avant la sédentarisation évoquent une tradition antérieure, transmise d'un âge immémorial, où l'observation astronomique constituait l'âme même du sacré. Plus profondément, le cercle de pierre de Nabta Playa renvoie à une ère où la crue du Nil était prévue par la course de Sirius. Là, dans le désert soudanais, les alignements de blocs calcaires inscrivaient un calendrier cosmique, reliant la montée des eaux à la position héliacale de l'étoile du Chien. Des milliers d'années plus tard, les Dogons du Mali affirment connaître la présence d'une compagne invisible de Sirius, Sirius B, décrite avec une précision inattendue. Certains y voient le souvenir déformé d'un savoir sidéral, transmis par des voyageurs d'une race ancienne, qui auraient enseigné aux hommes la lecture des astres avant même l'aube de l'agriculture. En Europe centrale, le disque de Nebra découvert au bord d'un étang en Allemagne porte un miroir céleste gravé il y a près de 3600 ans. L'or des symboles solaires et lunaires, alliés au bronze ciselé, forment une représentation remarquable des phases de la Lune et de l'étoile polaire. Pourtant, la nature hybride de l'objet, métal terrestre mêlé à des fragments météoritiques, suggère un héritage plus ancien encore, où la frontière entre le ciel et la terre n'existait pas. Le relief du disque, poli pour refléter la voûte céleste, nous rappelle que ce savoir, aujourd'hui éclaté en disciplines séparées, relevait d'un seul geste souverain et mystérieux. Dans les profondeurs des cavernes de Lascaux, une fresque dite des taureaux pourrait être le plus ancien planisphère connu, gravé il y a plus de 18 000 ans. Lorsque l'on superpose la disposition des sculptures animales aux positions modernes des Pléiades et des Hyades, un schéma émerge correspondant aux constellations hivernales. Les artistes du Paléolithique ont mêlé art rupestre et astronomie, inscrivant dans la grotte un message qui ne pouvait se lire qu'à la lumière vacillante d'une torche. Cette science souterraine, oubliée et recouverte de calcite, évoque l'existence d'une école cosmique primitive, disparue avant même les premières écritures. À l'est, les annales chinoises des Zhou mentionnent, vers 1500 JC, des étoiles errantes, et décrivent plus de 200 constellations, bien plus nombreuses que dans le panthéon grec. Ces repères servaient à marquer les intercalations du calendrier lunaire et à guider les caravanes de la route de la soie. Certains pictogrammes gravés sur des jarres funéraires montrent des motifs de cercles et de lignes convergentes, comparables aux cupules de Tweefelfontein en Namibie. La parenté des symboles suggère un substrat commun, une matrice stellaire diffusée par un réseau de pèlerins et de prêtres dont la trace se perd dans l'ombre des millénaires. Plus au sud, les Incas déployaient leur savoir palais au pied des Andes, scrutant le ciel depuis Machu Picchu. Les pierres incisées de la tour de l'Intihuataney, lien du soleil, projettent leur ombre précisément au solstice comme un cadran solaire tridimensionnel. Mais les chroniqueurs espagnols relatent l'existence d'un culte antérieur, fondé sur des constellations méridionales invisibles aux anciens Grecs, le serpent ailé, l'étoile du sud, formant un tableau céleste distinct. Ces figures, aujourd'hui presque oubliées, pourraient être les vestiges d'un ciel partagé, hérité d'une civilisation disparue lors d'une catastrophe hydrologique majeure. En Australie, les aborigènes observent encore la Voie lactée comme un fleuve céleste, tandis que la constellation de l'Émeu se dessine dans les interstices sombres. Les récits du temps du rêve racontent comment ces formes stellaires ont enseigné les cycles de la vie, de la chasse et de la moisson. Ces mythes immémoriaux, transmis oralement, conservent la mémoire d'un ciel plus vaste, où des étoiles aujourd'hui invisibles, ensevelies par la précession, guidaient là-en les migrations des premiers hommes. Les Gwion du Kimberley célèbrent encore ces points lumineux, même si l'astronomie moderne a déjà oublié leur nom. La précession des équinoxes, lente oscillation du globe terrestre, déplace le ciel d'environ 1 degré tous les 90 ans. Au fil des siècles, les repères stellaires dérivent et les constellations se déforment sous le regard impuissant des époques suivantes. Ce décalage infime, imperceptible à l'œil nu, suffit à faire perdre le sens des alignements manuels des bâtisseurs. Les relevés laser des sanctuaires de Stonehenge montrent aujourd'hui une erreur de plusieurs degrés par rapport à l'orientation solsticiale initiale. Ces signes de glissement témoignent du caractère fragile de la mémoire cosmique. Chaque génération efface un peu de la précision des premières cartes. Pourtant, quelques sites portent encore l'éclat originel du savoir stellaire. Sur l'île de Pâques, les rongo-rongo gravés sur des tablettes de bois, aujourd'hui indéchiffrés, semblent figurer des symboles astronomiques intermêlés à des signes anthropomorphes.
Les rares fragments échappés à la destruction évoquent un ciel méridional, avec un firmament différent de celui des hémisphères nord et sud. Leur existence, bien que tardive, rappelle que le besoin de tracer le ciel persiste lorsque la pierre se transforme en matière périssable, plus proche du langage vivant. Ces constellations et cette mémoire perdue constituent un kaléidoscope de récits partagés, de symboles réinventés, de langues gravées dans un diagramme infini. Derrière la diversité des mythes, une matrice cosmique semble émerger, un canevas ancestral tissé d'images et de mots dont les fragments dispersés dans le monde invitent à reconstituer un ciel commun. Mais pour franchir le dernier pas vers cette origine, il faudra pénétrer au cœur des rituels d'une science défunte, là où l'homme, initié par une race antérieure, célébrait le ballet des astres comme un acte sacré et révélateur. Dans le chapitre suivant, nous explorerons ces cérémonies silencieuses, héritières d'un savoir céleste presque oublié. Dans les archives oubliées des monastères désertés et des bibliothèques effondrées, le parchemin jauni se fissure sous le doigt, révélant entre ses fibres la pénombre d'un savoir que l'histoire officielle a relégué à l'obscurité. Éparpillés dans des dépôts clandestins, crypte de Saint-Marc à Venise, caveaux cachés du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï, et même sous les dalles du Vatican, se trouvent donc des copies partielles de textes interdits, vestiges de chroniques secrètes transmises de génération en génération. Ces récits ébauchent un angle l'existence d'un peuple antérieur, porteur d'une tradition d'écriture codée, rédigée dans un langage hybride mêlant le cunéiforme, le hiéroglyphe tardif et des signes inconnus. Parmi ces documents, les papyrus de Nag Hammadi, mieux connus pour leurs évangiles gnostiques, incluant à leur marge des annotations sibyllines mentionnant des maîtres antédiluviens et un codex des origines. Les feuillets, écrits en copte archaïque, font allusion à une bibliothèque perdue, gardée par des veilleurs dont la tâche était de préserver la langue des premiers jours. Bien que ces marginalia aient longtemps été considérés comme des griffonnages hérétiques, l'analyse pigmentaire révèle qu'ils sont contemporains du corps principal du texte, écrit à l'encre métallique, un procédé exigeant un liant à base d'huile de cèdre et de résine, dont la formule se perdra au fil des siècles. En Mésopotamie même, des fouilles clandestines dans une antique cave près d'Assur ont mis au jour des fragments d'argile recouverts d'un écriteau cunéiforme inhabituel. Ces tablettes, noircies par une couche d'oxyde de fer, ne reprennent pas les mythes d'Enuma Elish ni les épopées d'Ishtar, mais évoquent une lignée de ferronniers du ciel et de sculpteurs du Verbe, dont les ateliers auraient existé avant la fondation d'Uruk. Datées par thermoluminescence vers 3600 avant J.C., elles mentionnent des monuments de pierre où le vent répète le chant des mots perdus et des cylindres de mémoire destinés à engraver la cosmologie d'un peuple invisible. Dans les grottes tibétaines de Dunhuang, les rouleaux découverts au début du XXe siècle contiennent, outre des sutras bouddhistes, un petit volume écrit sur peau de yak, orné de sceaux en relief et de caractères inconnus. Les linguistes ont identifié dans ce texte des radicaux apparentés à la langue Biréam, à la langue mère, évoquée précédemment, combinés à des diagrammes astronomiques similaires à ceux de Göbekli Tepe. Un passage décrit un rite d'initiation sous l'œil de l'étoile à 6 bras, que beaucoup interprètent comme une référence aux Pléiades. Ce manuscrit, conservé un temps au musée de Beijing, s'est volatilisé lors d'une série de ventes privées, mais des copies photographiques permettent encore de déchiffrer ces instructions pour construire un télescope primitif à base de lames polies. En Europe occidentale, les rotuli latins des monastères carolingiens contiennent des gloses marginales en vieux français ancien, décrivant un peuple des cavernes, maître du fer et des glyphes. Les moines, craignant l'hérésie, avaient barré ces passages puis ajouté des commentaires apologétiques, mais le processus de palimpseste a conservé la couche antérieure. Les paléolinguistes ont récemment décelé, sous la chaux des premiers effacements, des séquences phonétiques renvoyant aux syllabes ar, ka et su de la langue antédiluvienne, suggérant que les moines eux-mêmes avaient conservé un souvenir fragmentaire de ce vocabulaire originel. Les rouleaux de la mer morte, découverts à Qumran, offrent un autre témoignage troublant. Si la plupart des manuscrits appartiennent à la tradition essénienne, quelques fragments évoquent les scribismos taste, les scribes du Rocher d'Or et les chroniqueurs de l'Aube. Ces textes décrivent une entité nommée Nin Ursa, dont le nom pourrait signifier mère du ciel dans une langue antérieure aux Sumériens.
Les chercheurs ont identifié un lien entre cette appellation et le nom d'Inanna, suggérant une transmission de mythes depuis les premières divinités d'un peuple oublié. Les parchemins, conservés dans un état exceptionnel, témoignent d'une datation possible vers 200 a.v. JC, mais l'invocation d'antiques maîtres renvoie à un passé 5000 ans plus lointain. En Extrême-Orient, quelques exemplaires rares du livre de Shi chinois, rédigé vers 300 a.v. incluent au début un prologue amputé, rédigé dans un style archaïque. Fritz Poblotzky, un sinologue allemand, a isolé ce passage et y a déchiffré des caractères qui n'apparaissent dans aucun autre corpus, des idéogrammes décrivant la ville Somasa, la ville sous la mer, et un cercle de lumière au sommet de la montagne. Ces mots, cryptés dans un texte méthodiquement expurgé, pourraient en faire référence aux cités englouties ou aux observatoires stellaires de la lignée antérieure. La suppression systématique de ce prologue dans les éditions ultérieures témoigne d'un effort de censure, sans doute motivé par la crainte de divulguer un héritage jugé dangereux. Dans l'ère andine, les quipus, ces cordelettes nouées encore mal comprises, révèlent, lorsqu'on applique des méthodes de cryptanalyse, des séquences numériques redondantes évoquant les cycles lunaires et stellaires. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que les Incas avaient intégré dans ces nœuds un code linguistique ancien, peut-être inspiré par des envoyés mésoaméricains ou même par des voyageurs venus du Pacifique. Si le quipu demeure indéchiffrable dans sa globalité, quelques nœuds correspondent à des dates astronomiques précises, renforçant la piste d'une tradition secrète transcontinentale. Même aujourd'hui, des feuillets isolés refont surface lors de ventes aux enchères ou chez des antiquaires lointains. Des pages de vélin écrites en écriture en spirale inversée ont été signalées en Bulgarie en 2015. Ces signes enroulés autour de tubes en bois évoquent un message à la fois visuel et phonétique, conçu pour être déroulé et lu au rythme d'une incantation. Un fragment, conservé au British Museum sous l'appellation Codex daco-mésopotamien, décrit l'importance de garder le silence sur les sources premières, une consigne qui témoigne d'une volonté de préserver le secret d'un savoir jugé trop puissant. Ces fragments de chroniques secrètes, épars et mutilés, constituent autant de pièces éparpillées d'un puzzle impossible à reconstituer entièrement. Leur analyse croisée, mêlant paléographie, chimie des encres et modélisation linguistique, commence néanmoins à esquisser la silhouette d'une écriture polymorphe, instable, fluide, détournée par les scribes successifs pour éviter la répression des pouvoirs en place. L'existence même de ces textes atteste d'une longue guerre des mémoires, où chaque génération a voulu effacer ou déformer la trace des maîtres antérieurs. Dans ces pages effacées et réécrites, la voix de la race ancienne résonne encore, chuchotant des formules doxographiques et des prières calculées pour invoquer la puissance des astres. Les lecteurs courageux qui parviennent à déchiffrer ces lambeaux de texte entrent dans un univers où l'écriture elle-même était une cérémonie, un rituel de passage entre le visible et l'invisible. Ces chroniques, anciens fragments d'une science paradoxale, nous invitent à poursuivre notre quête, découvrir où, dans le monde, ont été préservées les clés ultimes avant que l'oubli ne referme à jamais la dernière page de l'origine. Après avoir exploré les fragments de chroniques secrètes et les autels d'une science défunte, nos esprits se tournent désormais vers les passerelles invisibles qui reliaient jadis le monde des mortels à celui des divins. À travers les âges, l'homme a cherché à franchir cette frontière, dressant des édifices et dressant des rites pour entrer en communion avec les étoiles. Ces ponts célestes, qu'ils prennent la forme de montagnes sacrées, de tours pareilles à des escaliers ou de sanctuaires suspendus, témoignent de la conviction profonde qu'un lien tangible unissait l'humanité à une race première initiatrice d'un savoir cosmique. La notion de Daxis Mundi, axe du monde, apparaît presque simultanément dans de multiples régions du globe. En Mésopotamie, le ziggurat est la représentation architecturale de cette colonne cosmique, un empilement de terrasses surmonté d'un temple dont les étages successifs rapprochent l'autel terrestre du firmament. En Chine, la monture du palais céleste repose sur le mont Kunlun, axis mythique reliant la Terre au royaume des immortels. Chez les peuples andins, le Huayna Picchu se dresse au-dessus des nuages, miroir inversé du sommet de l'univers. Ces structures incarnent l'espoir que le ciel et la terre ne forment qu'une seule réalité, parcourue de chemins invisibles.
En Mésopotamie antique, la ziggourate de Ur, d'abord édifiée vers 2000 ans s'élevait en terrasse monumentale, comme autant de marches conduisant vers la demeure d'Anu, seigneur des cieux. Les pèlerins gravissaient ces degrés lors des solennités, portant offrandes et libations, imitant en leur cœur l'ascension divine. Le plus célèbre, l'Etemenanki de Babylone, ou maison du fondement du ciel et de la terre, culminait à près de 20 étages, fils de boue et de briques, sommet architectural et métaphorique de la jonction entre le profane et le sacré. Dans la Genèse, la tour de Babel conserve l'ombre de ce projet humain, un rêve d'union céleste si puissant qu'il mena à la dispersion des langues. Aux Amériques, les pyramides mayas et aztèques reprennent la même aspiration. À Teotihuacan, la route des morts conduit à la pyramide de la Lune, puis à celle du Soleil, alignée sur l'axe nord-sud et orientée vers les pleines lunes solsticiales. À Chichen Itza, le Castillo renvoie, chaque équinoxe, une ombre sinueuse le long de ses marches, évoquant le serpent de Kukulkan dévalant vers les hommes. Ces escaliers de pierre servaient à unir la terre à la voûte céleste, invitant les prêtres et les rois à incarner eux-mêmes la médiation entre les astres et la cité. En Asie du Sud, le mont Méru figure au centre de l'univers hindou. Ses pentes mythiques, quoique invisibles, étaient imitées par des temples comme Angkor Wat, dont l'axe est orienté selon le lever de l'étoile Sirius. Les bassins réfléchissants entourant le sanctuaire recréaient un cosmos liquide où se mirait le ciel. Plus au nord, à Bagan, des milliers de stupas pointent poussant vers Orion, alignés selon un tracé invisible, rasé par le temps mais toujours perceptible, dans l'ombre des fumées d'encens. En Chine, l'enceinte de l'empereur céleste suivait le méridien sacré. La cité interdite, orientée sur l'étoile polaire, matérialisait la liaison entre le trône du milieu et le pacte céleste. Les portes, disposées selon les directions cardinales, offraient aux mandataires du ciel une voie géométrique pour canaliser l'énergie cosmique, le QI. Chaque cérémonie d'intronisation se déroulait à l'aube, lorsque l'astre méridien dominait le tombeau ancestral. Vers le sud de l'Amérique, Machu Picchu se perche à près de 2400 mètres, un balai de terrasses reliant la cité perdue au sommet voisin. L'Intihuatana, pierre de fixation du soleil, agissait comme un repère astronomique et spirituel, fixant les cieux à la terre par une simple ombre. Ici encore, les prêtres incarnaient la fonction d'intermédiaire, gravissant des degrés rituels pour importer la force céleste dans les galeries sacrées. Dans la Grèce archaïque, le omphalos de Delphes, situé au centre du monde, reliait le Parnasse à la voûte céleste par les oracles d'Apollon. Le sanctuaire, tourné vers le lever du soleil, recevait les professionnels du savoir divin, les pythis, dont la transe suspendait le souffle pour capter la voix du dieu. Plus tard, les Romains érigèrent des tours phanum surmontées d'obélisques égyptiens pour rapprocher la mémoire de l'Égypte antique du Capitole, reproduction locale de l'axe primordial. Dans le désert d'Arabie, le mont Sinaï conserve le souvenir d'une rencontre céleste. Moïse, selon les légendes, gravissait ses pentes pour recevoir les tables, lien palpable entre la loi divine et les hommes. Les processions, jadis ornées de torches et de drapeaux solaires, suivaient une voie transversale taillée dans le roc, jalonnée de chapelles rupestres. Chaque pas vers le sommet était un pont sacré, une étape vers l'invisible. En Inde, le mont Kailash demeure le pivot du cosmos pour hindous, bouddhistes et jains. La circumambulation de ces pentes, parcourues à pieds nus, recrée le cycle cosmique en 1000 pas, autant de marches métaphoriques conduisant l'âme vers l'attachement au ciel. Les pèlerins, endurant le froid et la pluie, évoquent dans la fidélité de leurs aïeux, guidés par une géographie sacrée née bien avant l'écriture védique. Ces exemples montrent que, partout, l'architecture et le rituel construisaient un dialogue entre l'humain et le divin, un langage spatial et sonore où chaque pierre, chaque marche, chaque offrande tissait un pont entre deux mondes. Mais qui, avant les Sumériens et les pharaons, inventa ce code universel de médiation ? Peut-être une lignée antérieure, jadis maîtresse des glyphes stellaires et des tunnels souterrains, esquissa d'abord ces passages sacrés. Dans le prochain chapitre, nous dresserons la carte oubliée des voyageurs antiques, ces explorateurs d'un autre temps qui transportèrent, de l'un à l'autre hémisphère, les secrets de ces ponts célestes, avant que les générations suivantes n'échouent à retracer le chemin vers les étoiles.
Au fil des siècles, des récits fragmentaires ont voyagé de port en port, de caravane en caravane, porteurs de légendes sur des pèlerins guidés par des cartes aux lignes furtives. Ces esquisses, tracées sur des peaux de bêtes, des feuilles de paille de palmier ou des tablettes d'argile fine, dessinaient un réseau d'itinéraires reliant les temples disparus, les observatoires perdus et les cités englouties. On les évoque à Lhasa, dans les bibliothèques monastiques, et à Tombouctou, dans les manuscrits de sable. Cette carte oubliée ne recueillait pas les routes commerciales, mais les chemins sacrés empruntés par ceux que l'on appelait les voyageurs de l'ombre, voyageurs antiques porteurs d'un savoir antérieur. Ces voyageurs, vêtus de voiles sombres brodés de symboles cosmiques, apparaissaient dans les récits perses du Livre de Serre, où l'on décrit une route menant du bassin du Tigre aux plages de l'Indus, en passant par de mystérieuses cités souterraines. Cette route, jalonnée de bornes gravées depuis de pictogrammes anciens, aurait été inaugurée par les premiers envoyés d'une lignée éteinte, chargée de transmettre le savoir des constellations et des métaux célestes. Les fragments de ces bornes ont été repêchés de manière sporadique dans les ruines de l'ancienne Ur, à quelques lieues d'Éridu. En Méditerranée, on parle des pèlerins de Cérès, qui remontaient l'an le Nil, puis la côte libyenne, munis d'une carte où figuraient en tête les dunes mouvantes et les pièges du désert. Ces voyageurs disposaient d'un codex où, à la place des noms de villes, des glyphes dans stellaire désignaient en temps des points d'écoute du ciel. À chaque halte, ils gravaient sur la pierre locale un symbole unique, validant leur passage et actant le transfert de certains bribes de rituels. Ces marques, assimilées plus tard à des graffitis religieux, constituent toutefois la trace d'un réseau invisible, organisé selon un quadrillage astronomique propre à une civilisation antérieure. Plus à l'est, dans l'empire Han, des diplomates rapportèrent des cartes circulaires composées de cercles concentriques, dictées par la rotation des astres. Ces mappa-mundi chinois, rarement conservés, étaient tracés sur des tuyaux de bambou reliés par des lanières, formant un rouleau que l'on déroulait au sol pour planifier les voyages. Les annotations en rouge et en noir indiquaient les saisons idéales, les alignements solaires et les positions de l'étoile guide. Or, certaines cartes portaient en marge des indications libellées dans une écriture proche de la langue mère proto-éloquence, comme si les cartographes chinois avaient hérité d'un manuscrit plus ancien, daté de 8000 AVJ-C. En Afrique de l'Est, les caravaniers swahili parlaient d'un itinéraire légendaire conduit par un guide nommé Mwinyi wa Nyota, seigneur des étoiles. Sa carte, tracée sur des peaux de girafe, révélait l'emplacement de puits de souterrains creusés par des ingénieurs énigmatiques, capables de capter les nappes phréatiques à des dizaines de mètres sous le sol. Les inscriptions mentionnaient un puits de l'Aube, relié à un sanctuaire englouti du fleuve Juba, et à un puits des cendres, supposément dédié aux scrutateurs du ciel. Ces 100 termes, transmis oralement, recoupent les légendes de Nabta Playa, comme si un même réseau souterrain avait relié le Sahara préhistorique aux côtes de l'océan Indien. Dans le monde andin, les Kipukamayok, maîtres des Kipus, tenaient des listes de coordonnées sismiques, mais aussi de directions rituelles, destinées à relier Cusco à des sites sacrés perdus sous les glaciers. Leurs cartes utilisaient des cordelettes aux couleurs variées, chaque teinte correspondait à une constellation, chaque nœud à un lieu d'initiation. Les récits incas évoquent la traversée d'un chemin de l'aigle, nommé Hatun Kapak Nyan, mais mentionnent également un itinéraire céleste emprunté par leurs ancêtres, qui portait le nom de route de l'étoile polaire, réminiscence d'un ciel nordique. Cette dualité de tracés terrestres et célestes témoigne d'un art cartographique hérité de maîtres antérieurs, initiant chaque voyageur au mystère de la géographie sacrée. Sur les côtes de l'océan Pacifique, les navigateurs polynésiens maîtrisaient le secret des cartes d'étoiles, des reliefs en bois de coco appelés réplicas, représentèrent la direction des îles selon la trajectoire des astres. Ces supports, parfois effacés par les mousses tropicales, servaient à enseigner aux novices la lecture des cornes de Polynésie et la compréhension des vagues. Les récits oraux évoquent une migration inaugurée par un conseil des vents, formé de sages capables d'interpréter les signes du ciel et de la mer. Ils mentionnent aussi une carte du fond du monde, une tablette gravée de glyphes cosmiques qui aurait guidé les Firnuis jusqu'à Hawaï, puis vers les Galapagos bien avant l'ère contemporaine. En Europe médiévale, les pèlerins empruntaient le chemin de Saint-Jacques, mais certains compléments cartographiques conservés dans des manuscrits cisterciens décrivaient un itinéraire parallèle réservé aux initiés.
Cette via mystica passait par des chapelles perdues où étaient engravés des cercles de pierre, vestiges d'observatoires néolithiques. Sur ces cartes, les distances ne se mesuraient pas en lieues, mais en nuits de pleine lune ou en marches solaires, concept directement hérité des anciens maîtres astronomes. Plus à l'ouest, en Mésoamérique, les codex précolombiens intégraient parfois dans les marges des symboles aztèques non interprétables, superposés aux glyphes mayas. Les spécialistes ont montré que ces signes proviennent d'un langage graphique plus ancien, antérieur à la conquête espagnole, et qu'ils marquaient certains points d'arrêt dédiés à l'étude des cycles de Vénus. Ce manuscrit des astres voyageurs fut l'un des rares à échapper à la destruction avant de sombrer dans l'oubli. Chaque carte de ces voyageurs antiques était parée d'un sceau, un cercle concentrique traversé par une ligne diagonale, symbole d'un pont reliant le temps à l'éternel. Les mappes-mondes de cette tradition fragile n'avaient pas vocation à orienter la boussole, mais à guider l'âme vers des sites où se révélaient sur les secrets d'une science d'ombre. Ces itinéraires se chevauchaient parfois. Un pèlerin venu de Nubie rencontrait un moine tibétain dans un caravansérail d'Afghanistan, échangeant des esquisses de codex et des récits sur la langue mère. Le temps, les conquêtes et les catastrophes ont dispersé ces cartes aux quatre vents. Les inondations du Tigre, les incendies de Rome, l'effondrement de Cavalières, les éboulements du Pamir ont englouti ces précieux guides sans laisser de traces visibles. Pourtant, quelques fragments, parfois enchâssés dans des reliquaires, signalent encore la présence d'un réseau dont la cohérence demeure fascinante. En étudiant ces vestiges, géographes et historiens tentent aujourd'hui de reconstituer le maillage originel. Les relevés topographiques croisent les légendes, les datations 14C confrontent les récits oraux, et l'imagerie satellite révèle parfois, dans le désert, l'ombre d'une borne oubliée. Chaque découverte offre un indice nouveau. Le tracé d'un tunnel secret sous les montagnes de Perse, l'emplacement d'une fontaine gravée de signes cosmiques en Anatolie ou la présence d'une crypte souterraine en Bavière. À travers ces pistes oubliées, nous comprenons que les voyageurs antiques ne cherchaient pas la richesse matérielle, mais l'accès à un savoir primitif transmis par une race ancienne. Leur carte, loin d'être un atlas géographique, était une matrice philosophique reliant les hommes entre eux et les reliant aux astres. Dans le chapitre suivant, nous suivrons ces pèlerins mystérieux jusqu'aux gardiens de la mémoire première, ceux qui, à l'écart des cités, ont veillé sur cet héritage, le protégeant des convoitises et de l'oubli. Dans l'ombre des vallées oubliées et sous le couvert des forêts primordiales, apparaissent parfois des silhouettes silencieuses, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à préserver un héritage jadis universel. Dans ces sanctuaires cachés, grottes, monastères, recoins obscurs de cités en ruine, se transmet de main en main le souffle ténu d'une parole antédiluvienne. Ces gardiens, souvent vêtus de vêtements modestes, passant inaperçus aux yeux du monde, mais ils détiennent la clé d'une sagesse perdue, transmise hors des circuits officiels, protégée par des serments et des rites d'initiation. En Mésopotamie, dès la chute de Babylone, des prêtres érudits y se retirèrent dans les bas-fonds d'Assur et de Ninive, emportant avec eux des tablettes effacées et des codex brisés. Ils apprirent à graver les signes oubliés sur des lames de métal, invisibles aux archéologues modernes, puis s'élevandient ces feuillets dans des jarres recouvertes de bitume. Leur lignée s'est perpétuée à travers les siècles. Certains ont gagné Byzance, d'autres l'Égypte copte, jusqu'à ce que la fumée des autodafés dissimule presque entièrement ces archives clandestines. Pourtant, dans quelques cachettes, des fragments subsistent, conservés dans l'humidité des cryptes ou dans la cire des reliquaires. Au cœur de l'Égypte, les prêtres d'Amon-Ré, craignant la censure des dynasties ultérieures, multiplièrent les copies de leur grimoire terroir cosmique. Dans les tunnels secrets du temple de Karnak, des cosmographes gravèrent en petites niches des schémas d'étoiles et de constellations, protégés par des voûtes basses où seuls quelques initiés pouvaient pénétrer. Les hiéroglyphes de ces galeries, souvent recouverts de chaux puis redécouverts par des explorateurs audacieux, témoignent d'un enseignement réservé, pratiqué sous la lampe vacillante, loin des regards officiels. En Inde, au pied de l'Himalaya, des communautés de sadhus se succèdent depuis des millénaires dans des ashrams dissimulés. Aujourd'hui encore, certaines lignées enseignent la récitation de mantras inscrits dans la langue mère, perçue comme source originelle de la parole. Ces syllabes mêlées aux prières védiques
portent la marque d'une tradition antérieure à la rédaction des Védas eux-mêmes. Les textes sacrés évoquent un ordre des murmures, constitué de moines itinérants chargés de conserver intact le pouvoir vibratoire des mots premiers. Dans les monastères himalayens, d'anciennes cartouches en cuivre gravées de pictogrammes lunaires sont empaquetées dans des châssis de bois protégés par des enduits de lac. Elles relatent l'itinéraire des premiers astronomes, voyageurs de l'ombre, selon leurs propres mots, et fournissent des instructions pour restaurer des observatoires oubliés. Ces artefacts, généralement interdits d'accès aux novices, ne sont dévoilés qu'au terme de longues années d'études, condition sine qua non pour prévenir la dissémination brutale de ce savoir. Plus près de nous, dans les cryptes des églises médiévales d'Europe, de rares codex gothiques subsistent, rédigés en latin crypté et en vieux français ancien. Les paléographes qui se sont aventurés à déchiffrer ces manuscrits parlent d'un ordre des scribes de l'ombre, qui aurait œuvré dès le haut Moyen-Âge à l'ombre des abbés et des évêques. Les pages, délicatement découpées à la lame, sont parfois reliées par des lanières de cuir, portant des inscriptions en caractères mosaïques, traces d'une écriture complexe adaptée pour échapper aux censeurs. En Chine, certains temples taoïstes cachent encore dans leurs murs des rouleaux de soie occidentale, probablement rapportés par des caravanes de la route de la soie. Ces parchemins, écrits dans un mélange de caractères Han et de pictogrammes étrangers, relatent Markham l'arrivée de voyageurs exotiques porteurs de connaissances astronomiques et métallurgiques. Les moines, les yeux clos, récitent à voix basse ces glyphes hybrides, comme pour en prolonger l'effet mystique, avant de les rouler et de les ranger dans des coffres à triple serrure. En Himalaya comme en Afrique, en Mésoamérique comme en Scandinavie, les prêtres, les chamans et les moines ont forgé un réseau discret de correspondance. Des signes gravés sur des galets, des patterns de nœuds dans des cordelettes ou des alignements de pierres dans les clairières constituaient autant de messages codés, voués à être lus seulement par ceux qui possédaient la clé de la Truk, la langue mère. Ces relais de pierre et de bois formaient un maillage de confiance, garantissant que la mémoire des origines ne tomberait pas entièrement dans l'oubli. Les cryptographes modernes ont tenté de reconstituer ce réseau de signes. Des mots isolés, tels que ar, su ou li, remontent dans des chants traditionnels d'Australie, du Pérou et d'Inde du Sud. Ces indices, repérés lors d'enregistrements ethnomusicologiques, suggèrent qu'une partie du vocabulaire antédiluvien survit dans les chants rituels, enfouis sous une autre langue. Les chercheurs travaillent aujourd'hui à confronter ces mélodies à l'analyse spectrale, en espérant détecter des structures sonores et communes, vestiges d'une même matrice vocale première. Dans les bibliothèques schématiques secrètes de l'Ordre des Frères du Désert, fondée au XVe siècle par un mystique andalou, sont conservés des recueils de recettes d'encre et de colle rares. Ces formules, transmises sous le sceau du silence, permettaient de rédiger sur peau de chèvre des textes quasiment indéchiffrables pour un œil non initié. L'encre noire, obtenue à partir de suie de mireille et de sang animal, noircissait uniformément la fibre du parchemin, rendant invisibles les corrections et les notes marginales. Seuls quelques rayons de lumière rasante pouvaient révéler ces annotations, utilité primordiale pour les gardiens du savoir. Les gardiens de la mémoire première ont souvent dû se résoudre à la clandestinité. L'emprise des empires, l'essor du livre imprimé et la crainte de l'hérésie brisèrent le mince cercle de transmission. Les incendies religieux, comme celui de la grande bibliothèque d'Alexandrie ou des collections omeyyades de Cordoue, furent autant de ciseaux tranchant les fils d'une tradition fragile. Malgré tout, certains moines scribes ont repris le flambeau, recopiant en secret des passages choisis, parfois codés sous forme de poèmes, pour tromper les zélateurs de la pureté doctrinale. Aujourd'hui encore, au Japon, les prêtres shintoïstes gardent dans leurs sanctuaires des tablettes de bois recouvertes d'entailles sibyllines. Elles renferment une partie du calendrier cosmique, date de cérémonies alignées sur les solstices et équinoxes, que les archivistes shinto se transmettent de génération en génération. Ces informations, enregistrées sur des plaquettes à l'abri de l'humidité, ont échappé aux réformes de Meiji, qui cherchèrent à uniformiser les croyances. Ces gardiens de la mémoire première ne sont pas des survivants isolés, mais les derniers maillons d'une chaîne ininterrompue, remontant à la préhistoire. Leur action collective, discrète et déterminée, a permis de conserver, hors du regard des puissants, la trace de rites, de langues et de sciences que l'humanité risquait de perdre à jamais. Dans le silence de leur refuge, lorsque le monde sommeille,
Ils conjurent l'oubli en récitant ces mots anciens, en gravant ces symboles secrets et en enseignant à quelques disciples triés sur le volet l'art de lire le ciel et la terre. Dans le chapitre suivant, nous lèverons enfin le voile sur l'héritage primordial, dévoilant comment ces fragments dispersés se recomposent pour révéler une histoire que le monde moderne n'était pas prêt à entendre. Dans l'ombre des vallées oubliées qu'on aurait sous le couvert des forêts primordiales, apparaissent parfois des silhouettes silencieuses, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à préserver un héritage jadis universel. Dans ces sanctuaires cachés, grottes, monastères, recoins obscurs de cités en ruine, se transmet de main en main le souffle ténu d'une parole antédiluvienne. Ces gardiens, souvent vêtus de vêtements modestes, passant inaperçus aux yeux du monde, mais ils détiennent la clé d'une sagesse perdue, transmise hors des circuits officiels, protégée par des serments et des rites d'initiation. En Mésopotamie, dès la chute de Babylone, des prêtres érudibles se retirèrent dans les bas-fonds d'Assur et de Ninive, emportant avec eux des tablettes effacées et des codex brisés. Ils apprirent à graver les signes oubliés sur des lames de métal, invisibles aux archéologues modernes, puis scellés entre ces feuillets dans des jarres recouvertes de bitume. Leur lignée s'est perpétuée à travers les siècles. Certains ont gagné Byzance, d'autres l'Égypte copte, jusqu'à ce que la fumée des auto-da-fé dissimule presque entièrement ces archives clandestines. Pourtant, dans quelques cachettes, des fragments subsistent, conservés dans l'humidité des cryptes ou dans la cire des reliquaires. Au cœur de l'Égypte, les prêtres d'Amon-Ré, craignant la censure des dynasties ultérieures, multiplièrent dans les copies de leurs grimoires cosmiques. Dans les tunnels secrets du temple de Karnak, des cosmographes gravaient en petites niches des schémas d'étoiles et de constellations, protégés par des voûtes basses où seuls quelques initiés pouvaient m'en pénétrer. Les hiéroglyphes de ces galeries, souvent recouverts de chaux, puis redécouverts par des explorateurs audacieux, témoignent d'un enseignement réservé, pratiqué sous la lampe vacillante, loin des regards officiels. En Inde, au pied de l'Himalaya, des communautés de sadhus se succèdent depuis des millénaires dans des ashrams dissimulés. Aujourd'hui encore, certaines lignées enseignent la récitation de mantras inscrits dans la langue mère, perçue comme source originelle de la parole. Ces syllabes, mêlées aux prières védiques, portent la marque d'une tradition antérieure à la rédaction des Védas eux-mêmes. Les textes sacrés évoquent un ordre des murmures, constitué de moines itinérants chargés de conserver intact le pouvoir vibratoire des mots premiers. Dans les monastères himalayens, d'anciennes cartouches en cuivre gravées de pictogrammes lunaires sont empaquetées dans des châssis de bois, protégés par des enduits de lac. Elles relatent l'itinéraire des premiers astronomes, voyageurs de l'ombre, selon leurs propres mots, et fournissent des instructions pour restaurer des observatoires oubliés. Ces artefacts, généralement interdits d'accès aux novices, ne sont dévoilés qu'au terme de longues années d'études, condition sine qua non pour prévenir la dissémination brutale de ce savoir. Plus près de nous, dans les cryptes des églises médiévales d'Europe, de rares codex gothiques subsistent, rédigés en latin crypté et en vieux français ancien. Les paléographes qui se sont aventurés à déchiffrer ces manuscrits parlent d'un ordre des scribes de l'ombre, qui aurait œuvré dès le haut Moyen-Âge à l'ombre des abbés et des évêques. Les pages, délicatement découpées à la lame, sont parfois reliées par des lanières de cuir, portant des inscriptions en caractères mosaïques, traces d'une écriture complexe adaptée pour échapper aux censeurs. En Chine, certains temples taoïstes cachent encore dans leurs murs des rouleaux de soie occidentale, probablement rapportés par des caravanes de la route de la soie. Ces parchemins, écrits dans un mélange de caractères Han et de pictogrammes étrangers, relatent l'arrivée de voyageurs exotiques porteurs de connaissances astronomiques et métallurgiques. Les moines, les yeux clos, récitent à voix basse ces glyphes hybrides, comme pour en prolonger l'effet mystique, avant de les rouler et de les ranger dans des coffres à triple serrure. En Himalaya comme en Afrique, en Mésoamérique comme en Scandinavie, les prêtres, les chamans et les moines ont forgé un réseau discret de correspondance. Des signes gravés sur des galets, des patterns de nœuds dans des cordelettes ou des alignements de pierres dans les clairières constituaient autant de messages codés, voués à être lus seulement par ceux qui possédaient la clé de la langue mère. Ces relais de pierre et de bois formaient un maillage de confiance, garantissant que la mémoire des origines ne tomberait pas entièrement dans l'oubli. Les cryptographes modernes ont tenté de reconstituer ce réseau de signes. Des mots isolés, tels que ar, su ou li, remontent dans des chants traditionnels,
d'Australie, du Pérou et d'Inde du Sud. Ces indices, repérés lors d'enregistrements ethnomusicologiques, suggèrent qu'une partie du vocabulaire antédiluvien survit dans les chants rituels, enfouis sous une autre langue. Les chercheurs travaillent aujourd'hui à confronter ces mélodies à l'analyse spectrale en espérant détecter des structures sonores communes, vestiges d'une même matrice vocale première. Dans les bibliothèques secrètes de l'ordre des Frères du désert, fondée au XVe siècle par un mystique andalou, sont conservés des recueils de recettes d'encre et de colle rares. Ces formules, transmises de sous le sceau du silence, permettaient de rédiger sur peau de chèvre des textes quasiment indéchiffrables pour un œil non initié. L'encre noire, obtenue à partir de suie de mireille et de sang animal, noircissait uniformément la fibre du parchemin, rendant invisibles les corrections et les notes marginales. Seuls quelques rayons de lumière rasante pouvaient révéler ces annotations, utilité primordiale pour les gardiens du savoir. Les gardiens de la mémoire première ont souvent dû se résoudre à la clandestinité. L'emprise des empires, l'essor du livre imprimé et la crainte de l'hérésie brisèrent un cercle de transmission. Les incendies religieux, comme celui de la grande bibliothèque d'Alexandrie ou des collections omeyyades de Cordoue, furent autant de ciseaux tranchant les fils d'une tradition fragile. Malgré tout, certains moines scribes ont repris le flambeau, recopiant en secret des passages choisis, parfois codés sous forme de poèmes, pour tromper les zélateurs de la pureté doctrinale. Aujourd'hui encore, au Japon, les prêtres shintoïstes gardent dans leur sanctuaire des tablettes de bois recouvertes d'entailles sibyllines. Elles renferment une partie du calendrier cosmique, date de cérémonies alignées sur les solstices et équinoxes, que les archivistes shinto se transmettent de génération en génération. Ces informations, enregistrées sur des plaquettes à l'abri de l'humidité, ont échappé aux réformes de Meiji, qui cherchèrent à uniformiser les croyances. Ces gardiens de la mémoire première ne sont pas des survivants isolés, mais les derniers co-maillons d'une chaîne ininterrompue, remontant à la préhistoire. Leur action collective, discrète et déterminée, a permis de conserver, hors du regard des puissants, la trace de rites, de langues et de sciences que l'humanité risquait de perdre à jamais. Dans le silence de leur refuge, lorsque le monde sommeille, ils conjurent l'oubli en récitant ces mots anciens, en gravant ces symboles secrets et en enseignant à quelques disciples triés sur le volet l'art de lire le ciel et la terre. Dans le chapitre suivant, nous lèverons enfin le voile sur l'héritage primordial, dévoilant comment ces fragments dispersés se recomposent pour révéler une histoire que le monde moderne n'était pas prêt à entendre. Dans la lumière tremblante de l'aube, le puzzle de notre passé se recompose, révélant les pièces éparses d'un savoir qui échappe aux chronologies classiques. Les fragments de métal céleste, les glyphes gravés dans les cavernes, les constellations inscrites sur la pierre, les récits codés dans les tablettes interdites, tous convergent vers un schéma cohérent, celui d'une race ancienne dont l'empreinte se cache derrière nos origines connues. Ces indices discontinus, disséminés aux quatre coins du globe, prennent soudain sens lorsqu'on les relie entre eux. Ils constituent un réseau d'alliances secrètes, reliant océans, montagnes et déserts, et dessinant la silhouette d'une science primordiale, antérieure à Sumer et aux premières cités historiques. Au carrefour de ces indices, les tablettes de Tartaria et de Dispilio, jusque-là isolées et illisibles, résonnent désormais comme les premières pages d'un même traité originel. Les pictogrammes du Vancha répondent aux glyphes cosmiques des falaises australiennes, comme s'ils avaient été tracés par des mains possédant un prototype commun. Les spécialistes, confrontés à ces correspondances, parlent d'écriture universelle, vestige d'une langue mère qui se serait fondue au fil des millénaires dans chaque dialecte national et chaque alphabet local. Lorsque l'on superpose les schémas des tablettes à ceux des pétroglyphes nord-américains ou des codex mésoaméricains, on distingue la récurrence de motifs, cercles, spirales, chevrons, organisés selon une même grammaire graphique. Les cités englouties de Dwarka, de Bimini et d'Atlitiam ne sont plus de simples curiosités archéologiques, mais des stations d'un vaste réseau maritime conçu pour relier les pôles culturels de cette civilisation première. Les routes de pierre sous-marine et les tunnels côtiers s'imbriquant avec les kanates perses et les galeries de Cappadoce, formant un maillage d'infrastructures hydrauliques et militaires, toutes calées sur un calendrier cosmique. Cette synchronisation des chantiers, visible dans les alignements astronomiques, suggère l'existence d'une administration centrale capable de coordonner des travaux à l'échelle planétaire bien avant la naissance de l'État-nation.
Les ziggourats mésopotamiennes et les pyramides d'Égypte apparaissent alors comme des héritières édifiées sur les fondations d'une architecture sacrée antérieure transmise par des prêtres érudits et des ingénieurs discrets. Les recouvrements de calcaire et les restaurations successives, perpétrées sous couvert d'édits religieux, témoignent de tentatives de dissimulation ou de transformation de ces tombeaux d'un savoir antique. Les initiés de chaque génération comprenaient l'importance de préserver l'accès aux textes originels, mais l'usage du parchemin, du papyrus et du fumier de vache pour graver de nouveaux codex révélait la nécessité d'adapter les supports en fonction des censeurs et des conquérants. Au cœur de cette transmission, la langue mère retrouvée agit comme un fil d'Ariane. Les racines ar, terre, a, ciel, su, eau et li, lumière, s'insinuent dans les mantras védiques, les psaumes coptes, les chants aborigènes et les quipus andins. Chaque rituel chanté, chaque incantation narrée lors des solstices contient un écho de cette langue première, dont le pouvoir vibratoire était censé relier l'orateur aux astres. Les ethnomusicologues ont identifié, dans des enregistrements de chants traditionnels, une série de leitmotivs phonétiques partageant des intervalles harmoniques communs, vestiges musicaux d'une cosmologie originelle. Les gardiens de la mémoire première ont quant à eux œuvré dans l'ombre, installant des balises discrètes sous forme de monuments modifiés, de cryptes secrètes et de manuscrits codés. Les confréries monastiques, les lignées de sadhus, les cercles chamaniques et les ordres souterrains ont tissé ensemble une toile de préservation, utilisant autant l'architecture que la liturgie pour maintenir actif le lien avec le passé. Leurs sanctuaires cachés, souvent excentrés et difficiles d'accès, servaient de relais à des initiations longues et rigoureuses où l'élève devait apprendre à déchiffrer les symboles gravés sur les parois ou à repérer les alignements astronomiques depuis un point précis à l'horizon. Plus surprenante encore, les cartes des voyageurs de l'ombre s'avèrent être des outils performants, capables de guider vers ces sanctuaires perdus. Les rouleaux de bambou chinois, les codex polynésiens et les bornes gravées en perse se recoupent parfois au méridien de Greenwich, dessinant un itinéraire global calibré sur les alignements du Soleil et de la Lune. Les explorateurs contemporains, armés de GPS et d'images satellites, ont commencé à lever le voile sur ces routes oubliées, découvrant des vestiges enfouis sous des dunes ou dissimulés sous la végétation. Chaque branche retrouvée du réseau spatial révèle un autre maillon de l'organisation planétaire de cette race ancienne. La métallurgie céleste, elle aussi, reprend sa place centrale dans notre compréhension. Le fer météoritique, symbole de l'alliance entre le cosmos et la Terre, a été travaillé par des maîtres d'autrefois comme une matière sacrée. Les forgerons anciens, initiés à la manipulation de ce métal rare, jouaient un rôle d'architecte du lien cosmique, tempérant l'acier avec des alliages précis, selon un rituel codé dans les tablettes secrètes. Les alliances avec le nickel et le cobalt, protégées par des formules d'étuves spéciales, étaient transmises par des codes chiffrés, souvent intégrés dans des énigmes sculptées sur des autels submergés. Lorsque l'on relie ensemble ces multiples fils d'enquête, architecture souterraine, rituels astronomiques, écriture universelle, cartes sacrées et métallurgie céleste, émerge l'image d'une humanité guidée, dès ses premiers pas sédentaires, par un faisceau de connaissances transcendantes. Cette lignée première, dont l'existence fut effacée ou voilée par les conquêtes et les réformes religieuses, n'a pas disparu, elle s'est fragmentée, dispersée, recomposée au fil des âges, réapparaissant comme un courant souterrain dans chaque grand foyer culturel. Aujourd'hui, la recherche pluridisciplinaire, réunissant archéologues marins, linguistes computationnels, ethnomusicologues et historiens des religions, commence à lever le voile sur cet héritage primordial. Les collaborations internationales, les fouilles ciblées et l'analyse croisée de données renvoient à une vision renouvelée de l'histoire, où la première civilisation ne se limite pas à la Mésopotamie, mais s'étend à un réseau global antéhistorique. Les audacieux qui osent percer le secret de ces traces anciennes se rapprochent peu à peu d'un récit complet, tissé de mystères et de raisons, qui met à nu l'origine d'un savoir dont nous portons, sans le savoir, la marque silencieuse. Ainsi, le voile levé sur l'héritage primordial révèle non seulement l'existence d'une race antérieure, mais redéfinit notre rapport à l'histoire, à la science et au sacré. Les pierres, les tablettes, les chants et les cartes, loin d'être de simples vestiges, sont les témoins vivants d'un dialogue entre l'humanité et le cosmos, dialogue que nous commençons à entendre à nouveau lorsque le souffle du passé s'insinue dans nos propres nuits étoilées.